Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie d'Alan Lévesque et de Jean-Nicolas Boucher et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir! Hey, bonsoir! Avec Jean-Nicolas qui est à distance ce soir. Comment allez-vous, monsieur Jean-Nicolas? Ça va très bien. On est extrêmement régulier. Hein? 1 mois et demi entre 2 épisodes. Puis là, même pas une semaine. Puis on est déjà en train de vous gâter avec un petit nouveau. Ben, il faut dire qu'on n'a pas bien le choix. Les sorties sont de plus en plus rapprochées. Puis si on veut être sûr de pouvoir polluer votre esprit avec ce qu'on a pensé des différents films, ben, on n'a pas le choix de revenir plus régulièrement, n'est-ce pas? Ouais, mais oui, puis tu sais, la routine, c'est l'ennemi de tous en général. C'est que nous autres, on essaie de faire ça, de briser votre routine, tu sais, ça fait qu'il n'y a pas d'affaire. Hey, ça fait une semaine, je m'attends de quoi, là, c'est n'importe quand, n'importe comment, puis... Ok, fait que t'essaies vraiment de vendre ça comme si tout était bel et bien prévu, là, puis qu'on avait un ce qu'on plan. veut faire, ouais, c'est ça. Ben, on est quand même un groupe super organisé. Oui, mais j'ai juste pas eu le mémo. OK. Parce que si on est vraiment très organisé, il faudrait vraiment me le dire parce que j'en étais pas conscient. Mais évidemment, on est de retour. Pourquoi? Ben parce qu'on va parler de Flash, qu'on a eu l'occasion d'aller voir en IMAX. Flash. C'était tout ça? Non, c'est pas ce Flash-là, c'est Flash. Ah, Flash, Flash, okay. le gars qui court vite, qu'on est allé voir en IMAX. Peut-être avant de se lancer dans l'histoire, puis dans nos critiques, puis de ce qu'on en a pensé. IMAX, vous avez-tu véritablement vu une différence? Ben, pour la grosseur de l'image, j'ai vu une différence. Pour la qualité de l'image, ça valait vraiment pas le détour. Jean-Nic, t'en penses? Ouais, l'écran était gros. Mais... OK, au moins. C'est là, pas mal tout ce que j'ai à dire. Je suis pas vendu par l'expérience. Ben, écoute, je te dirais, puis tu sais, avant même de parler un peu de l'histoire, en passant, là, avant même que vous continuiez l'épisode puis que vous trouviez ça désagréable, je vous le dis, là, full spoiler, là, vraiment full. Là. On va décortiquer le film dans tous ses angles. Donc, si vous ne l'avez pas vu encore, pesez sur pause. Allez le voir, il y en a besoin. Mettez-le de côté, allez le voir, allez mettre un peu d'argent là-dedans. Moi, on l'abordera aussi ce côté-là tout à l'heure. Allez le voir, puis vous reviendrez à l'épisode pour entendre ce qu'on en pense, parce qu'on n'a pas l'intention de se bloquer, puis tous les caméos, tous les petits trucs, on va en parler. Donc, si vous voulez pas vous gâcher le film, parce que ça a été un champ de mine, hein, Jean-Nic, on n'est pas allé le vendredi même, fait que... Ouais, ça a été tout qu'un combat. Moi, il y en avait déjà un que c'était... Ouais, pas même avant qu'il soit sorti, je pense quelques semaines avant, ils ont déjà spoilé certains éléments. Il fallait faire attention à ce qu'on lisait. Je me suis fait spoiler. Moi, j'en avais un que volontairement je suis allé voir. Puis, j'ai pas vraiment eu regret parce qu'il y en a eu d'autres qui ont racheté le fait que j'en connaissais au moins un. Mais fallait vraiment faire attention. Donc voilà, l'avertissement est passé. Maintenant, bon, avant de passer aux critiques et au film, le gros écran a probablement mis en évidence à quel point les effets spéciaux de ce film-là sont vilains. Là. Ah, c'était quelque chose. Ça, on a eu l'impression que c'était un premier drive de CGI, puis il n'y avait pas l'argent ni le temps. Ben, ils ont certainement eu le temps parce que ça a pris 3-4 ans avec que le film sorte. Ils ont juste pas eu l'argent pour les repeaufiner. Tu sais, c'est un first draft. Ça ressemblait à peu près à ce qu'on voit dans les ébauches de films, là, qu'il check si une séquence va faire un cut. Oui. Ça se donnait souvent cette impression-là. Puis l'espèce de over the top qu'ils ont essayé de nous vendre, un peu comme quand Game of Thrones a essayé de nous vendre que c'était notre TV qui était le problème. Là, on a essayé de nous vendre que les effets spéciaux, c'était voulu. S'il y avait eu tout l'argent du monde pour faire ce film-là, il l'aurait fait comme ça. Effectivement, parce qu'il s'imaginait que c'est comme ça qu'on voyait dans la Speed Force. Sérieux. C'est pas très joli. Moi, je me suis mis des œillères au début en me disant je vais le voir comme si j'étais en train de lire une BD puis c'est un dessinateur que j'appréciais pas. Ouais, mais le problème, c'est que des fois, ça fait quand même un peu décrocher. Je veux dire, la séquence où il court, là, ça a vraiment l'air cave. Et que dire des bébés qui n'ont pas l'air vrais, là? Les bébés, en fait, là, c'est une scène de Roger Rabbit. T'es déjà en train d'expliquer le film, t'as même pas embarqué sur la parce que là, on parle du VFX, là. En fait, les effets spéciaux, clairement, ils ont été, puis ça, on dirait que personne ne soulève, mais
il y a 2 Ezra Miller dans le film. Puis, tu sais, je veux dire, c'est quand même flawless ce côté-là. Fait que ça, ils l'ont bien réussi. Ouais, mais ça, tout ce qui est effectivement, CGI, là, Ah non, tout ce qui est CGI est assez dégueulasse, là, mais c'est vrai que les 2 Ezra Miller, par exemple, on n'y voit que du feu, là. Ouais. Pour vrai. Bon, Ça, c'est très réussi. Mais le reste, ouf. on parle du film, The Flash. Ça fait longtemps Hey, qu'on les l'attendait. boys. Oui. Mon bébé est en train de faire une crise. Je vous laisse 5 minutes, j'en viens. Il n'y a pas de trouble. Je pensais que c'était le chat qu'on entendait. Moi aussi, j'étais presque sûr que c'était ton chat. Oui, c'est ça. J'étais comme... De chat aussi. Hey, vous avez presque l'impression de vivre du direct en ce moment parce que nous autres, on est trop professionnels pour faire de l'éditage. Non, c'est parce que si on éditationne ça, on va perdre probablement notre fil de pensée. Ah, OK, ça fait que c'est exactement ce qu'on est en train de faire en ce moment, perdre le fil de pensée. Non, pas vraiment, parce qu'on va réentretenir la conversation. Puis on va commencer par expliquer le contexte de ce film-là. D'abord, c'était au départ, ça faisait partie du Snyderverse. Exactement, Je oui. pense pas qu'ils avaient l'intention de rebooter quoi que ce soit avec ce film-là. Non, parce que je pense qu'il était supposé d'arriver plus loin, tu sais, genre après Justice League 2. Exactement. Puis il y avait pas de. Il y avait peut-être un élément de correctif, par exemple. On voulait peut-être corriger certains trucs, puis peut-être s'assurer que tout soit dans une belle trame narrative. Effectivement, puis il y avait aussi l'effet qu'il y avait un Ben Affleck en Batman qui était plus vieux, parce que ça s'était souvent parlé qu'il voulait peut-être ramener un Batman plus jeune. Ça fait que le Flashpoint était supposé de pouvoir ramener des nouveaux acteurs. Exactement, c'était la base. Ensuite de ça, il y a eu, toute l'histoire de Snyder qui a quitté. Effectivement, lui, ça s'était pas bien passé dans la production-réalisation de Justice League, il y a eu le suicide de sa fille. Warner était en mode panique parce que BVS avait pas fait une scène. Ça fait qu'ils ont fait, on va aller chercher Josh Whedon parce qu'il a réussi à faire Avenger puis ça fait 1 milliard. Le réflexe, tu sais, le fantasmagorique 1 milliard qui fait faire n'importe quoi aux producteurs puis aux maisons de production. Fait que là, on est rendu à 2 changements, toujours la même équipe sur The Flash. Oui. Et 3e changement, James Gunn arrive, avertit Wonder Woman qu'elle n'aura pas son film. Effectivement. Claire Henry Cavill. Puis avant que lui puis Safran prennent vraiment le contrôle au grand complet, il y a eu le power move de la part de Dwayne Johnson. Exact. Qui a ramené Henry Cavill. Donc, même dans The Flash, il y avait au moins 2 à 3 séquences où Henry Cavill avait déjà des séquences de filmer parce qu'il était supposé d'être dans un des caméos de la fin, puis il était supposé d'être, je pense, aussi avant dans le film. Exact. Fait que là, dites-vous là, que tout ce qu'on vient de vous dire là, pendant que ça se passe, The Flash est en chantier, là. Effectivement, puis je pense que la finale du film, au niveau des caméos, je pense qu'il y a eu 9 scènes qui ont été filmées total. Oui, puis ce n'est que le 2 juin qu'ils sont arrivés avec la scène qu'on a vue, nous autres, la fin de semaine. Effectivement, donc on parle pas de la scène post-générique, on parle de la scène pré-générique, celle-là qui précède de quelques secondes la fin du film. La finale, là, c'est vraiment sur les marches du palais de justice, on en parlera dans l'histoire tout à l'heure. Cette scène-là a été tournée un nombre incalculable de fois et a été modifiée pas parce que le réalisateur n'était pas satisfait de ce qu'il avait comme produit, pas parce qu'on n'était pas sûr de ce que ça allait faire, mais bien parce que les plans de l'univers en tant que tel de DC a changé 3 fois. N'arrêtez pas de changer, effectivement. Et d'un film qui devait corriger quelques trucs mineurs, on est passé à un film qui va servir de passerelle pour le nouvel univers de James Gunn. Puis aussi, il y avait l'autre défaut qui est sorti trop tard, puis trop d'avance. Sérieusement, c'est le film parfait qui aurait dû présenter le nouveau Superman ou autre, même peut-être le Batman de Brave Invincible s'il était lié à cet univers-là. Mais il n'y a aucun de ces films-là qui est en production assez avancée, puis même un casting qui est signé. Si on avait eu un casting pour Superman Legacy, c'est sûr et certain. On l'aurait vu. Il était là. C'est sûr qu'il était là. Donc là, on doit maintenant la scène post-générique qui n'a aucun hostie de rapport, je vous le dis tout de suite. Là, on en reparlera plus tard, mais je ne la comprends pas encore. J'ai réfléchi autant comme autant, mais à part un lien pour le prochain film d'Aquaman, j'y vois rien d'autre. C'était juste ça. C'était juste pour justifier l'existence de ce film-là. Ben, c'était pour établir que dans cet univers-là, Aquaman est demeuré le même. Effectivement, donc le film va pouvoir se passer après Flashpoint. Puis that's it. C'est tout. Puis dans cet univers-là, Aquaman existe. Puis ça va expliquer pourquoi qu'on voit pas Ben Affleck ou Gal Gadot. Exactement. Ni Henry Cavill. Parce que Gal Gadot était supposée apparaître. Elle est apparue dans le film. Elle était supposée d'être avec Henry Cavill à la fin. Exactement. Mais quand on a scrappé Patty Jenkins et son 3e Wonder Woman, on a clairement fait comprendre que c'était terminé. Effectivement. Et quel power move de Dwayne Johnson s'est totalement effondré. On a fait comprendre à Henry Cavill que même s'il avait fait une vidéo Instagram, sa place n'était plus dans le DC. Alors ça, c'est le contexte dans lequel le film de Flash a pris l'affiche la semaine dernière.
Hey, c'est pas drôle, là. Un film de combien d'heures sur la table d'édition? Il a coté le 4 heures. Jusqu'à 5 heures, ils ont coupé plus d'une heure et demie de stock, presque 2 heures. Hey, c'est fou raide, là. Et j'aime beaucoup ton expression, un film Frankenstein. Le même phénomène que le film d'Aquaman qui avait été reporté sur 3 ans, que le scénario a été édité à maintes reprises. Il y a eu des reshoots pour ajuster justement tout ce qui se passait dans les mouvements qui se passaient au niveau du studio. Et ils ont fait un assemblage avec ça. Donc, ça donne un film que tu as l'impression qui n'est pas toujours égal. Qui n'est pas complet. Qui n'est pas complet. Puis que la trame narrative n'est pas linéaire. Parce qu'il y a comme des curves bizarres qui se passent dedans, là. Non, c'est assez spécial. Puis tu vois qu'il te manque des éléments, là. Oui, il en manque beaucoup. Tu vois que les personnages, des fois, réagissent ou ils font pas référence, mais ils prennent pour acquis que... Qu'on comprend. Effectivement, parce que ce film-là, contrairement à No Way Home, où même si quelqu'un avait jamais vu les films de Spider-Man de Sam Raimi ou les films de Andrew Garfield, il faisait assez d'exposition dans ce film-là pour que tu te sentes pas largué. Tu fais comme, OK, ce personnage-là, il arrive d'ailleurs, ses motivations et ses plans étaient ça. Il prenait le temps de faire suffisamment d'exposition et de bien la travailler dans No Way Home, alors que dans Flashpoint, dans le film de The Flash, il n'y a aucune exposition. Chaque personnage qui te présente, nouveau personnage qui arrive, n'a aucune explication et il n'a aucun contenu et a aucun cheminement personnel. Non, ce n'est qu'une succession de caméos puis de gens qui vont devoir travailler ensemble sans aucune grosse motivation. Écoute, le plus intéressant ou l'exemple le plus parfait de ce que tu décris, c'est Supergirl, qui, en 3 minutes et quart, change de cap. T'as la chance d'avoir enfin une Supergirl. Tu l'as casté. T'as pris une fille qui avait de l'allure, qui avait de l'air d'être vraiment motivée. Et tout ce que tu fais, c'est lui faire filmer 22 séquences d'action en slow motion attachées à bout des câbles. Et elle n'a pas de dialogue. Et c'est d'une tristesse incroyable. Je veux dire, tu la retrouves dans un endroit où elle a subi d'innombrables traumatismes, où elle n'a aucune... Il n'y a aucune raison que ce personnage-là veuille aider l'humanité. Là. Aucune raison. Là. Effectivement, parce que tantôt qu'on va arriver, on va faire les comparatifs avec Flashpoint, la bande dessinée. J'en ai qui a repris son téléphone dans ses mains, vous avez certainement entendu. On va faire les parallèles. Puis effectivement, c'est qu'elle n'a aucune motivation, puis ce qui fait pivoter son changement de cap ne fait absolument aucun sens. Tu peux pas arriver à ce raisonnement-là en quelques secondes. Tu sais, ça m'a fait penser à la faiblesse de scénario de ce que j'ai pas aimé du film Super Mario Bros. Qui avait sorti, mais qui était un film pour enfants. Je suis Super Mario, princesse, tu vas aller battre Bowser. Est-ce que je peux venir avec toi? Ça n'a aucun sens qu'elle dise oui, mais c'est un film pour enfants. Ça me tombé ses nerfs parce que je suis un adulte un peu trop vieux pour ça. Mais quand je vais voir un film de Flash qui est supposé d'être un film pour moi, je suis le public cible, puis qui me fait une niaiserie du genre, ça marche pas, là. Parce que moi, j'ai besoin que tu m'expliques la motivation du personnage. Je lis la BD pour ça, pour voir, pour connaître le psyché du personnage, puis voir son cheminement personnel. Tu sais, si c'est pas quelque chose qui t'intéresse, tu liras jamais de Spider-Man de ta vie, là. Oui, effectivement. Tu as parlé de Flashpoint. Jean-Nic, Flashpoint, je pense que c'était l'œuvre de référence pour ce film-là, puis de ce côté-là, ils ont bien réussi, dans le sens où ils n'ont pas modifié grand-chose. On retrouve l'essence de la BD dans le film. Là. Absolument. C'est une histoire qui est centrale dans les aventures de Barry Allen, mais aussi dans comment DC voulait gérer son multivers. Puis tu sais, il y a du monde qui disent « Ah, c'est pas Flashpoint, c'est vraiment différent. » Non, ils ont gardé vraiment le squelette de Flashpoint, là, du moins, tu sais, les répercussions de cet événement-là, puis les grandes, on va dire la grande trame narrative, là. Puis je pense qu'ils l'ont bien utilisé, là. Les beats sont bons. Je veux dire que Malan, il y a des problèmes avec l'histoire du film, mais on parlait des effets spéciaux en ouverture, tu sais, qui sont vraiment dégueulasses, puis que le film a eu comme plusieurs années. Au-delà de ça, là, rappelez-vous, quand le Snyderverse a été lancé, normalement, le film était prévu pour 2018. Mm-hmm. On est déjà 5 ans après ça. Mm-hmm. Et ça, c'était la date de lancement de l'époque. C'est un film qui a été dans l'enfer du développement pendant presque une décennie. Ben, on en a parlé pendant que tu étais en train de bercer ton gars trop proche du mur. On disait que ça avait traversé quand même 3 époques de DC, puis les 3 époques l'ont inclus dans leur plan, ce qui a modifié le film plusieurs fois. C'est encore pas pire. C'est encore pas pire que le film se tienne quand même un peu, là.
Oui, effectivement. C'est quand même pas pire. Puis oui, pour ceux qui n'ont pas lu Flashpoint, c'est à peu près les mêmes grandes lignes, là. En gros, Flash veut réparer le meurtre de sa mère. Ben, tu sais, c'est parce que Flashpoint, là, il faut pas oublier que chez DC, l'Omnibus va faire 1300 pages, mais Flashpoint, c'est 7 numéros de 22 pages. Exact. Et quand tu commences la BD, tu l'ouvres, t'as Flash, t'as Barry Allen qui est devant chez eux, puis qui dit « Je peux la sauver ». Mhm. Et la première page, c'est juste Barry. Je pense que tu vois rien que les pieds, rien. Puis il dit, je peux la sauver. Il part à la course. Ouais. Puis il retourne dans le passé, puis il sauve sa mère. C'est aussi sec, direct que ça, là. Ah oui, tu t'infliges pas d'infleur du tapis. De toute façon, l'ensemble des autres numéros servent en majorité à explorer le nouveau monde dans lequel ils se retrouvent. Effectivement, là. puis eux autres, puis dans BD, c'est encore pire. C'est parce que quand il arrive, puis il se rend compte qu'il a sauvé sa mère, puis il est heureux, il va repartir à la course. Il n'a plus de pouvoir. Terminé. Et c'est là qu'il comprend qu'il a fait une bourbe incroyable. Exactement. Il a créé un paradoxe qui n'aurait pas dû être, puis la Speed Force n'est plus là pour expliquer son paradoxe. Et ça fait en sorte que, bon, Thomas Wayne est le Batman de cet univers-là, dans le film remplacé par Michael Keaton. Exactement. Superman est enfermé par les Américains dans ce film-là, Supergirl et les méchants russes. Oui. Ouais. Et la seule différence, c'est que c'est pas Zod qui se pointe dans la bande dessinée, c'est que le concept, parce qu'il fallait qu'ils vendent la BD en parallèle alentour, donc il y avait besoin d'une histoire qui était plus compliquée. Donc c'est Arthur Curry qui était marié avec Diana, je me trompe pas. Wonder Woman, oui. Wonder Woman. Mais sauf que Arthur Curry est un coureur de jupons, qui avait une fille blonde à côté, puis il a fait « Wouhou! » J'ai embarqué dans son lit. Et Themyscira a pas super trippé que Wonder Woman soit cocu. Donc Atlantide est rentré en guerre contre Themyscira. Il n'y a pas de Superman, l'humanité est dans le trou. Exactement. Donc, Flashpoint, en gros, c'est pas mal ça. Puis, le film de Flash suit pas mal ce parallèle-là. Effectivement, c'est parce que ça prenait une situation de crise, puis là, ils ont ramené les autres pour ça avec son dubstep machine. Parce que l'objectif de Flashpoint, c'est de faire comprendre à Barry que ce qu'il a fait a causé la fin d'un univers. Lui, il est arrivé dans un univers qui ne peut pas s'en sortir. Peu importe ce qu'il va faire, cet univers-là va être détruit. Exactement. Il est dans une espèce de paradoxe où il n'y a pas de fin heureuse possible. La seule fin heureuse, la seule façon de régler ça, c'est que sa mère doit mourir et il doit prendre conscience que sa mère doit mourir et qu'il doit la tuer. C'est un point immuable dans le temps. Dans le temps, effectivement, il faut qu'il en prenne conscience. Puis, sérieusement, la finale du film de The Flash avec Ezra Miller, ils l'ont très bien apporté, cette séquence-là est hard, c'est émotif au bout. Et le but de Flashpoint, c'est de faire vivre ce moment-là. Puis le film, par exemple, sur ça, a été sur la coche. Exactement. Jean-Nic, si on y va, pardon, qu'est-ce que vous avez apprécié ou moins aimé? Mettons, qu'est-ce que vous avez apprécié? Là? Mettons qu'on fait le tour là, de ce que le film a réussi à faire. Moi, comme je vous ai dit en sortant du cinéma, après la scène d'ouverture, je ne sais pas si vous en avez parlé, là, l'hôpital qui s'effondre à Gotham, puis qu'on a une mini-réunion de la Justice League. À ce moment-là, moi, je me suis dit, wow, c'est ça que j'aurais voulu avoir. Ça me fait de la peine de savoir que le Snyderverse aurait pu être ça au final. Parce que c'est un champ de signe un peu pour cet univers-là. Là. On lui dit au revoir. Puis j'ai beaucoup aimé, c'est ça, comment il utilisait les personnages. Puis il n'a pas utilisé Themyscira puis Atlantide qui se battent. Il est allé chercher des éléments qu'on avait dans les films du Snyderverse. Moi, j'ai trouvé que c'était une bonne utilisation de tout ça. L'humour fonctionnait beaucoup. Puis la prestation d'Ezra Miller, moi, je l'ai trouvé malade. Parce que il y a quand même 2 rôles dans le film. Il joue beaucoup avec lui-même. Je t'arrête 30 secondes. On va y aller séquence par séquence parce que ça me permet de le faire avec ce que tu viens de dire là. Le film s'ouvre effectivement avec les séquences de l'hôpital. Moi, j'ai eu l'impression, Alan, là, d'être dans un animated de Justice League. Ça m'a beaucoup fait penser à cet univers-là où les personnages coexistent, ils ont une histoire entre eux, ils sont sur une... Tu sais, Batman fait quelque chose, il a besoin de Flash pour ramasser sa marde, plus personne n'est accessible parce que là, Superman est occupé à quelque part, Wonder Woman est occupé à quelque part. Effectivement, le principe que les héros peuvent être occupés à un moment critique et... Puis Barry qui se rend compte que c'est la 3e roue, là, donc... Mais c'est une belle séquence parce que ce qu'il fait est probablement la chose la plus héroïque, mais ce qu'on trouve awesome, c'est Batman qui court après le méchant. Sérieusement, puis peu importe ce qu'on va dire, je pense qu'ils ont essayé d'utiliser l'armure un petit peu de Dark Knight, oui. Puis vu que la séquence était de jour, là, l'armure de Ben Affleck dans cette séquence-là, je l'ai vraiment aimé. J'ai trouvé que le Batman était bien. La séquence des bébés, il sauve des bébés, le temps qu'il prend pour sauver les bébés, l'humour qui...
Et ça, c'est un thème tout au long du film que je vous ai dit quand on est sorti du film. Il est, le réalisateur, constamment, Ezra Miller aussi, sur la ligne. La ligne de c'est plus drôle, c'est ridicule, mais ça fonctionne parce qu'il reste dans cette ligne-là. Ils l'ont dépassé à quelques reprises, sauf que, tu sais, si on compare dans les dernières années, il y a des films genre Love and Thunder. Je t'ai entendu rire, Alan, fait que d'après moi, Non. ils l'ont pas tant dépassé. Non, il y a eu des très bonnes séquences, sauf que, tu sais, tantôt, je vais en revenir. Il y a un 35 minutes dans le film où ça devient presque insupportable. Mais effectivement, c'est parce qu'ils ont réussi à ne pas dépasser la ligne sur l'improvisation, sur l'humour que Taika Waititi a échappé dans les dernières Moi, je pense années. que oui. Jean-Nic, t'en penses? Moi, les beats ont fonctionné. Mais tu sais, habituellement, moi, je suis bon public pour l'humour. Tu sais, moi, mettons, les gens reprochaient à Suicide Squad d'avoir genre une joke sur deux qui fonctionnait. Moi, je ris tout le long du film. The Flash, c'est un peu dans la même situation. J'avais le sourire à côté jusqu'aux oreilles. En même temps, je suis conscient de mon propre biais. Tu sais, je chialais beaucoup contre Spider-Man No Way Home, où je disais c'est un film qui est un peu tout croche, qui est essentiellement pas grand-chose à dire, puis c'est du gros fan service. Je vais renvoyer la même critique à The Flash. Sauf que The Flash, c'est genre, c'est mes amis, c'est mon univers, c'est ce ta que gang. j'aime. C'est mon No Way Home à moi. C'est ta Moi, gang. tout est parfait. Le film n'est pas parfait, mais tout ce que le film veut faire, tout ce qu'il réussit à faire, moi, ça me plaît. Mais j'ai déjà hâte de le réécouter. Il est fait pour moi. Là. Mais cette séquence-là m'a fait rire. Tu sais, je veux dire, les bébés, tu sais, je veux dire, c'est des. Le défi de cette séquence-là, c'était de se différencier de X-Men Days of Future Past. Effectivement, parce que Quicksilver, avec le QuickTime, tu sais, c'est ces effets-là. Puis surtout qu'il ne faut jamais oublier que Smallville a tué le bullet time, puis a tué l'hyperspeed. Parce que tout ce qui pouvait être hot à faire, avec un budget qui était réduit, puis du génie, a été malheureusement fait dans Smallville. Ils se sont débrouillés avec les moyens du bord pour faire de l'hyperspeed quelque chose d'incroyable. Et à partir de là, je pense que c'est pour ça que Quicksilver dans X-Men, ils ont voulu qu'il fasse quelque chose de différent, qui était plus épique avec des effets spéciaux. Mais la barre est toujours là. Et là, on avait Smallville et X-Men qui l'avaient déjà fait, donc ils ont voulu qu'ils aient cherché quelque chose ailleurs. Mais j'ai trouvé qu'il s'en était bien sorti. Quand même pas si mal que ça, parce qu'ils ont mis quelques jokes dedans, là, sauf que, tu sais, encore une fois, ça, c'est un problème de scénarisation. La joke principale là-dedans, c'est qu'il manquait de glucides pour réussir à courir vite, ce qui est souvent une référence à la série Flash des années 80. Sauf que, tu sais, puis il y avait une montre qui montrait ça. Et c'est la seule fois du film qui en font référence. Par après, dans le reste du film, il va courir pendant 28 ans, là, puis il n'aura pas besoin de manger. Il y a le deuxième par Il est Alan, toujours le problème. en train de manger, de le regarder. C'est bien que ça ne revient pas sous forme d'enjeu. C'est jamais un problème. Ouais, c'est ça, mais on le voit quand même régulièrement. Tu sais, le deuxième réussit quand même à faire 2, 3, 4 références à ça, à m'amener à travers le film. Batman catch son méchant, ils se réunissent, Gal Gadot fait une apparition. C'est le fun de l'avoir, vraiment le fun. Le Lasso of Truth est autour de Batman et c'est probablement mon moment Batman préféré de... qui est obligé de dire la vérité. Et c'est le tellement drôle. La classique, écoute, c'est la même joke que dans Justice League avec Aquaman, mais ça marche encore. Ça fonctionne encore, je la trouve encore drôle. Ben là, t'as le lasso de la vérité attaché après toi, puis t'as Wonder Woman en avant de toi. C'est sûr que ça va mal sortir. Tu sais, tu peux... toutes les pensées un peu vont sortir. Il n'y a rien à faire avec ça. Dites-moi si vous l'avez lu comme moi, là, mais tu sais, on parle de l'univers est en vie. Superman ne pouvait pas être là parce qu'il est en train de sauver une éruption volcanique quelque part dans le monde. Là. Wonder Woman arrive. Essentiellement, c'est un caméo presque comme dans Shazam 2. Là. C'est pas grand-chose. Mais rien que la manière que Bruce fait comme un petit... Hey, what's up? Genre, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Puis il a l'air d'avoir un petit quelque chose. Moi, il y a un kick, là. Genre, il date ou il essaye. Ou il y a un kick. Il était content de l'avoir en hostie. Il était vraiment content de l'avoir. C'est sympathique qu'une affaire de même réussisse à transparaître genre en 15 secondes de screen time. C'est pour ça qu'en plus, j'étais comme là, je suis content qu'on quitte l'univers de Snyder, mais genre, il y a quand même des affaires et des personnages awesome là-dedans. Genre, il y avait du potentiel dans tout ça. Là. Et là, évidemment, tout tourne autour du père de Flash, que, écoute, ça fait 10 ans qu'il nous en parle que le père de Flash est en prison. Là. Je veux dire, depuis Batman v Superman qu'on
qu'on est là-dedans. Là. Bon, ça va être la journée où on va présenter de la nouvelle preuve pour l'innocenté du meurtre de sa mère. Flash est là-dedans. La preuve n'est pas concluante de ce que Bruce Wayne y a envoyé. On voit pas le visage du gars qui pourrait lui servir d'alibi, comme quoi il était véritablement allé chercher une canne de soupe aux tomates qui aurait permis donc de dire qu'il n'était pas sur les lieux du meurtre. On revoit le meurtre aussi pour essayer de comprendre comment ça s'est passé, la relation qu'il a avec sa mère. Et là, il réalise qu'il peut aller dans le passé. Effectivement, parce que en ayant une petite crise émotionnelle, en pensant à sa mère par pleurant, il commence à courir, puis il se ramasse dans vraiment au niveau de l'hypertime, où est-ce que tu peux voyager dans le temps. Dans le fond, le film a représenté le treadmill, mais dans une sphère enclosée qui présente le temps. Une chronosphère. Là. Une chronosphère, puis quand il court là-dedans, dans le fond, les jambes, il marche à l'envers, ça fait que plus il court vite, plus il court à l'envers, et ça fait reculer le temps. Ouais. Et ça, c'est bien fait, honnêtement, parce que en le présentant comme ça nous donne aussi le temps de le voir réfléchir à l'intérieur de la chronosphère. Effectivement, parce que visuellement, vu qu'il est dans une chronosphère, en courant de reculons, il voit le temps puis les années changer, donc il a le temps de prendre conscience qu'il est là. Puis, tu sais, même s'il arrête de courir, il est pogné dans ce bulle-là. Puis c'est lui qui décide quand il va sortir, c'est qu'il a le temps d'analyser et de comprendre qu'est-ce qu'il fait. Et ça, c'est important pour la finale parce que à un moment donné, tu sais, si ça avait été juste je cours vite, je retourne dans le passé, je cours vite, je retourne dans le passé, ça aurait été compliqué d'avoir ces moments-là où il réalise qu'est-ce qui se passe, où il y a des moments où le temps arrête. Là, effectivement, puis il est comme hors du temps. Comprendre sa précision aussi à voyager dans le temps. Exactement. Puis ça, j'ai trouvé ça... tu sais, quand on voit... Il y a beaucoup de films là, qui parlent de voyage dans le temps, mais j'ai aimé cette façon-là de se retrouver dans une espèce de hall. Tu sais, il est comme à l'extérieur du temps, dans cette boule-là, puis là, il observe, puis il regarde, puis il est capable de voir où est-ce qu'il est rendu, où est-ce qu'il s'en va, puis qu'est-ce qu'il va faire. Il fait des tests, il se rend compte qu'il est capable de reculer un peu plus loin parce qu'il l'avait déjà fait dans Justice League. Il avait fait un court voyage dans le temps, donc la graine était déjà là, mais là, il va vraiment beaucoup plus loin. Bon, il retourne dans le temps, il met la canne de jus de tomate dans le panier de sa mère pour pas qu'elle envoie son père aller en chercher une, ce qui fera en sorte que sa mère ne sera pas seule à la maison avec une porte ouverte qui pourrait inviter quelqu'un à venir tuer sa mère, etc. Bon, tout ça tient sur une canne de soupe de tomate. Il la met dans le panier. Merci, maman. On se voit plus tard. Avant ça, il en parle à Bruce Wayne. Oui. Il conseille de faire ça. Il dit, tu le sais, Barry, il ne faut pas que tu joues avec les éléments temporels. Ça pourrait créer des éléments irréversibles. Mais en même temps, Barry parle à un bon interlocuteur. Il dit, tu le sais, si tu pouvais faire quelque chose pour retrouver tes parents, c'est tout pour moi. Oui, mais Bruce, il dit quelque chose d'important. Bruce, il dit, les conséquences, les blessures que tu as vécues font qui tu es. Donc, tu sais, il ne faut pas combattre les événements et essayer d'échanger. Il faut que tu acceptes ton passé puis accepter qu'ils font la personne que tu es aujourd'hui. Exactement. C'est important parce que ça va faire écho plus tard dans le film sous la forme d'un autre Bruce Wayne qui lui dit exactement la même chose. Oui, il lui dit la vie, c'est comme un bol de spaghettis. Non, ça, c'est un peu plus... OK. Bref, il retourne après avoir réglé son problème et là, il se fait pousser de la chronosphère par quelque chose de bien épeurant et noir. Un anti-flash fait avec des bouts de plastique. Ouais. Et là, on se doute bien que ça va être le méchant du film, mais on n'est pas encore arrivé au moment où on nous le présente, mais on comprend bien que cette personne-là le pousse hors de la chronosphère, et là, il se retrouve au moment où il a 18 ans. Ouais. Effectivement, sauf que lui, il ne sait pas. Comment? Juste avant qu'il, normalement, il aurait eu ses pouvoirs. Ouais, c'est la journée où il est supposé avoir ses pouvoirs, mais il tombe dans un univers où la mère n'est pas morte. Exactement. Et ça a comme conséquence... Et ça nous crée le personnage le plus insupportable de l'histoire de DC Comics. Ouais, imaginez le personnage de Flash qu'on avait dans la Justice League, mais avec aucun regret dans la vie puis aucun souci. Ça fait que... Et ça aussi, il joue sur la ligne. Hein? C'est un douchebag de A à Z. Il est insupportable. Et moi, personnellement, c'est le bout qui m'a beaucoup dérangé. C'est parce que moi, mes appréciations par rapport aux deux autres, c'est pas la même. Moi, c'est pas un film que j'ai envie de revoir. Là. Mais... ce 35 minutes-là entre les deux Ezra Miller, où c'est des jokes de A à Z, même le meeting où il parle de Back to the Future, c'était super drôle. Mais sauf que, on l'a dit tantôt, on sait pas pourquoi que Batman a vraiment pris sa retraite, on sait juste que peut-être que Gotham n'a plus de crime.
Supergirl n'a pas été travaillé. On ne sait pas c'est quoi ses motivations pour avoir reviré de bord. Aucun des autres personnages, tous les caméos qui sont là-dedans, là, c'est juste du fanservice pur. Et le peu de temps qu'il aurait pu leur donner pour s'expliquer là, ils ont fait des jokes pendant 35 minutes qui amènent absolument rien au film à part divertir. Mais, tu sais, puis c'est parce que c'est un film de 2h30, là. Ce 35 minutes-là, tu pourrais être coupé, là, puis ça n'a aucun impact. Ben moi, mon problème, c'est que j'ai trouvé qu'ils ont fait un personnage qui est imbuvable. Et il est sur la limite de la cloche et l'idiot, là. Je veux dire, je comprends que ce qu'ils ont voulu démontrer, c'est que comme sa mère est pas morte, il s'est fait babysitter toute sa vie, puis que c'est devenu un... Puis ça enlève tout drame du choix de la fin, parce que le personnage, vu que tu n'as jamais appris à l'aimer, ce qui va arriver à la fin, fait que tu fais comme « Ah ». Je l'ai trouvé insupportable. À la limite de la cloche et l'idiot. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, tu te dis, il peut pas être cave à ce point-là. Là. C'est correct que tu veuilles faire le parallèle que, bon, ben, vous voyez, ce Barry-là, c'est pas le même. Il a pas les. Tu sais, c'est un adolescent. Il a jamais vraiment vieilli parce que ses parents sont là. Mais tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, j'en étais à me dire, Chris, tuer sa mère le plus rapidement possible, qu'il redevienne brillant, là. Il est plus jeune aussi. Là. C'est un Barry 18 ans, puis l'autre doit être genre quoi, mi-vingtaine, on imagine. Ouais, mais c'est parce qu'il est dumb as fuck, là. Mais vraiment as fuck, là. Je veux dire, le gars, il est sur le bord de se rentrer des pailles dans le nez, là. Ben, non, il est pas si dumb que ça. Puis d'ailleurs, la preuve, on en a quand il pogne ses pouvoirs. Puis Barry, il dit, bon, là, tu vas pas faire ça tout de suite. Ça a pris du temps avant d'être capable de comprendre la logique derrière ça. Puis là, genre, bang, lui, ça, il prend 30 secondes. Ouais, mais c'est rien que parce qu'il fallait qu'il avance le film, Jean-Nic. C'est pas parce qu'il voulait montrer que le personnage était brillant. Oui, mais le film au complet est comme ça. Il faut que ça avance. Ben là. Tu vas prendre par la main, tu cours. Puis il faut pas que tu arrêtes pour réfléchir sur rien. Moi, te dire, moi, il était sur le bord de l'insupportable. J'ai failli le puncher. À un moment donné, j'ai failli me lever et aller en sacrer une. C'est pour ça que je dis tout le temps qu'il est sur la limite, là, parce que je ne l'ai pas fait. Mais à un moment donné, je me disais, il peut pas être dumb à ce point-là. Là. Ouais, mais en même temps, il est balancé avec l'autre personnage du Barry. Puis le Batman qui est plus sérieux. Mais c'est parce que c'est la cloche et l'idiot, il est insupportable. T'sais, son rire est insupportable, sa façon d'agir est insupportable, ses prises de décision sont insupportables. Et je veux dire, comme Alan, il perd un temps fou à faire des jokes de je suis tout nu chez le voisin, puis je m'amuse à courir, puis je me brûle mon linge, puis je fous le bordel dans la ville. Puis... Ça, je vais vous expliquer, en tout cas de mon point de vue, pourquoi c'est là, puis comment je l'ai perçu. C'est genre le 15e film du Snyderverse. Ça fait déjà 3 fois qu'on voit de Flash, mais il n'a pas eu son origin story. Et c'est pas une origin story, mais il faut quand même que tu présentes le personnage. Il faut que tu présentes... Parce que, tu sais, nous autres, on le connaît. Là, on lit de la BD, on n'a pas besoin de se le faire expliquer. Mais pour Monsieur, Madame, tout le monde, le personnage de The Flash, il n'a pas eu son introduction. Fait que là, la manière de nous la montrer, son intro, c'est de le faire vivre au Flash plus jeune. Fait qu'il faut qu'il vive, tu sais, comme la première fois qu'il vibe pour passer à travers quelque chose. La première fois qu'il va courir puis déchirer son linge parce que la vitesse et la friction, c'est trop intense. Ces moments-là servent à ça, dans le fond. C'est le origin story à l'intérieur du film. Mais tu sais, il y a beaucoup de séquences qui auraient pu être coupées là-dedans. Ouais, comme moi, ce que je dis, c'est parce que c'est pas gossé, c'est parce que ça a éliminé plein de choses sur la fin, parce que on se rend compte vite fait que les derniers 40 minutes, là, c'est le bout qui a bougé souvent, puis qu'ils ont rushé pour rassembler un film, là. Donc, possiblement que les bouts, tout ce qu'il y avait, ces bouts-là d'humour avec Ezra Miller, c'est tout du stock qui existait avant. Oui, puis ça paraît, là. Ça paraît. Sauf que tout ce qui est arrivé par après, là, a été ultra rushé. L'arrivée de Zod, l'arrivée de Supergirl, tout est garoché, c'est bang, 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 bang. Puis ça arrête pas, puis t'as même pas le temps de réfléchir à ce qui se passe. On va continuer. Il se rend compte que c'est la journée où il doit avoir ses pouvoirs. Il l'envoie au laboratoire, un peu comme un origin story. On assiste à la naissance de Flash. Surprise, ça enlève les pouvoirs du Flash de notre univers à nous. Effectivement, parce qu'il fait la gaffe de dire à Barry du passé, tu vas payer tes pouvoirs qu'à la foudre va te frapper. Il n'y a pas un humain sur la planète Terre qui va faire comme coup, genre des pouvoirs, va me faire frapper par la foudre. Non, tu ne veux pas le faire frapper par la foudre. Donc, il y a comme ils se battent les deux ensemble. Donc, la foudre les touche les deux. Donc, passe la Speed Force de The Flash au Barry Allen de 18 ans. Et là, évidemment, ils se rendent compte qu'ils sont coincés, que l'univers n'est pas le même, qu'il n'y a pas de Superman, il n'y a pas de Cyborg, il n'y a pas de Wonder Woman. Et vient à dire le mot Batman. Et là, les colocs qui servent absolument à rien, soit dit en passant, dans ce film-là, là.
Les deux colocs à Ezra Miller, qu'on a su qu'il y avait des colocs, puis qu'on savait pas pourquoi, mais qui étaient là, puis qui servaient à rien. Qui sont ses collègues de travail dans l'univers d'avant. Sauf que, tu sais, c'est comme ça. Chris, je m'en étais même pas rendu compte. C'est des personnages, c'est des personnages de l'univers de Flash aussi. Là. Genre comme la fille, normalement, comment ça s'appelle, Spivette, là, ça, elle travaille avec Hey, je Flash. m'en suis même pas rendu compte à quel point ces personnages-là étaient mal chiés. Là. Ouais, ben c'est ça. Ils ont littéralement pas de développement dans le film. Là. Ils sont rien que là pour dire, tu sais, ils sont name-droppés. Fait que quand tu connais Flash, c'est comme, ah, cool, mais normalement, la fille, c'est un intérêt amoureux. C'est une collègue de travail. C'est un peu comme la Lana Lang, genre de Flash. Mais là, ils arrivent à la conclusion que dans cet univers-là, il y a un Batman. Ouais, effectivement, parce qu'il se rend compte que Superman n'existe pas, puis là, il fait comme, mais est-ce qu'il y a un Batman? Puis là, la fille fait comme, un Batman. Là, il fait comme, oh, vous avez un Batman? Et là, on s'en va. Ils ont quand même fait un effort qui ne sert pas à grand-chose, mais oui, je l'ai trouvé cute. Parce que là, il va voir sur Internet, il cherche Cyborg. Bon, Victor Stone existe, mais il n'a pas encore eu ses pouvoirs. Là, il dit, bon, je vais essayer de trouver Wonder Woman. C'est une joke d'une danseuse clown, puis que soit elle n'existe pas, soit elle s'est cachée, puis elle a caché son existence aux hommes. Puis quand il va voir pour Aquaman, il appelle son père. Et ils sont allés chercher Temwa Morrison. Oui, pour vraiment. littéralement une scène de 30 secondes, rien que pour qu'il fasse genre, non, je suis pas marié avec une princesse. Ouais, vous n'êtes pas marié avec la reine de l'Atlantide, puis c'est une grosse torche sur le divan, genre. Il fait comme, je passerai pas. Je pense pas, non. Et finalement, ils vont voir. Son chien qui s'appelle Arthur. C'est ça. Ils vont voir à Gotham City. Évidemment, lui connaît l'identité de Batman, fait qu'il sait où chercher. Il va chercher Bruce Wayne. Et puis, à la base, il ne faut pas oublier que Cyborg était supposé d'être dans ce film-là. Ah, une autre catastrophe. Bref. En tout cas, ça, on parlera du fait que Ray Fisher a peut-être été d'un extrême, mais il paraît que Joss Whedon a été d'un autre extrême aussi. Donc, disons que c'était impossible de le revoir, mettons. Oui, effectivement. Il est en guerre contre Warner, puis Warner est en guerre contre lui. Donc, il n'y avait pas bien grand chance qu'on le voie là. Donc, on se ramasse au Wayne Manor. Évidemment, on réalise rapidement que c'est le manoir de Tim Burton. Oui, effectivement. C'est le manoir de Tim Burton. Dans le manoir de 89. Non, c'est pareil. Là. Il se ramasse dans la cuisine où Alfred puis lui. Il y a toutes les statues là, qu'il y avait dans Batman de 89 qui sont là-dedans. Tout ce qui est les totems qu'il ramassait du Japon. Puis la petite cuisine où ce que lui et Vicky Vale vont souper là, après avoir quitté la salle dans laquelle Bruce Wayne ne savait même pas qu'il y avait cette salle-là dans son manoir, tellement que son manoir est grand. Effectivement, une fois qu'il avait dit que la table était trop grande, ça fait qu'il était descendu en bas d'une place qui était plus... Et c'est là que se déroule notre prochaine scène, parce que là, ce qu'on comprend, c'est que c'est abandonné comme place. C'est toute pleine de toiles d'araignée, c'est pas propre, puis tu te rends compte qu'il y a des sandales qui traînent à terre, donc c'est encore habité. Puis là, on nous joue la carte de Terminator 2, c'est-à-dire vous ne saurez pas qui s'en vient, malgré le fait qu'on l'a mis dans bande-annonce pendant 3 ans. Puis, effectivement, puis ils ont même forcé la scène parce que il se bat comme Chris O'Donnell quand il devient Robin, à peu près quand il fait sa lessive, là. Ouais, puis là, on y met les cheveux longs puis une grande barbe pour être sûr qu'on sache pas que c'est Bruce Wayne. Deux affaires avec ça, oui, et aussi parce que c'est pas vrai qu'ils vont dire à Michael Keaton, 71 ans, là, tu vas courir sur la table, tu vas y faire un spin kick. C'est aussi plus facile avec un look de même de mettre un stun d'abord, genre des cheveux longs puis du linge pendouillant, là. Ouais, et ça, moi, c'est ma déception du film. On fait une parenthèse ici. La façon dont on a utilisé Keaton, on a véritablement voulu utiliser Keaton, son Batman, mais on comprend rapidement que c'est un des univers possibles où il y a une version de ce Batman-là, et ce n'est pas réellement la suite du Batman de 89 et 92. Non. Effectivement, parce que... On peut se faire croire que c'est ça, il y a des éléments qui fonctionnent, mais essentiellement, c'est rien qu'un Batman similaire dans un autre. C'est ça, c'est une version très rapprochée, en fait, de deux univers qui se ressemblent énormément, comme il l'explique. T'sais, dans cet univers-là, le Batman s'est développé de la même façon que celui de 89. Effectivement, parce que pour l'expliquer, ils ont été de façon très simple. Il y a plusieurs personnes qui vont dire que c'est un petit peu enfantin, que c'est un petit peu simpliste, puis c'est un peu mais c'était correct. Mais c'était correct parce qu'il faisait du spaghetti, il a crissé son spaghetti dans le bol, puis il a fait comme le temps, c'est à peu près comme ça. Si tu commences à créer des paradoxes pour changer dans le temps, là, il va y avoir des loups, il y a des choses qui vont changer complètement, mais à tout bout de champ, tu vas voir, il y a deux lignes qui sont parallèles, qui vont être très semblables, c'est que tu vas trouver des similitudes très, 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 très proches sur plusieurs multivers, tandis que dans d'autres, vont partir dans d'autres directions différentes. Parce que
Puis partout où ils se croisent, c'est des événements qui sont inévitables. Parce que c'est à peu près comme Dr. Emmett Brown l'avait expliqué dans Retour vers le futur, c'est que le temps ne voyage pas sur une ligne droite. Quand tu retournes dans le passé, tu changes de quoi? Tu ne continues pas sur la même ligne. Tu crées une divergence qui crée une nouvelle timeline. Sauf que sur cette timeline-là, il y a un autre point qui retourne au passé. Donc, tout peut s'interconnecter ou jamais se toucher. Et c'est bien expliqué parce que ça, là, tu vois, là, j'ai trouvé ça génial parce que j'ai des collègues de travail qui sont allés voir le film, qui n'ont pas toutes les notions que nous, on a ça fait 20 ans qu'on lit du comic, puis même encore aujourd'hui, j'ai de la difficulté avec certaines notions qu'on a mis ça juste assez compliqué pour être sûr que je pose pas trop de questions. Mais cette scène-là est tellement claire, elle est tellement bien expliquée que tu comprends rapidement que, OK, avec son voyage dans le temps, il y a plein d'univers où ce qui a changé, c'est genre Pepsi n'existe pas. Puis il y a plein d'autres univers où c'est des hommes grenouilles qui respirent. Oui. Ouais. Puis quelque chose qui nous aide aussi, puis c'est contextuel, on disait c'est triste pour DC, ils ont créé comme ce concept-là, puis Marvel les ont. On a déjà eu Doctor Strange qui a familiarisé tout le monde avec ça, les Spider-Man, les No Way Home, Across Spider-Verse, mais littéralement, le film qui a gagné l'Oscar du meilleur film cette année, c'est un film qui traite de multivers. Fait que pour le grand public, ce qui a longtemps été quelque chose qui est très... il faut lire la BD pour comprendre ça. Là, c'est un peu plus démocratisé. Fait que je pense que le film faisait une bonne job, mais les gens sont familiers un petit peu avec ça aussi. Ben, je vous dirais que ça, c'est le grand drame de DC, c'est qu'ils se sont fait piquer leur idée. Je veux dire, c'est quand même les premiers qui sont arrivés avec le multivers, avec Flash. C'est d'une tristesse parce que tout ce qui est exprimé dans ce film-là de Flash par rapport au multivers, là, Spider-Verse, il y a 2 semaines, l'a fait 2 millions de fois mieux. Ouais, ça n'a aucun sens comment c'est mieux travaillé, c'est mieux expliqué et l'exposition du multivers est mieux présentée dans Spider-Verse. Mais c'est mieux fait que Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Oh, c'est parce qu'il n'y avait pas le multiverse, il y avait un duoverse. Oui, mais c'est bien expliqué. Mais je veux dire, pour l'histoire du film, on nous promet pas qu'on va se promener à travers les univers de DC. On nous dit, maintenant ça existe, il est pogné dans celui-là. Dans Doctor Strange, ils nous ont dit, checkez bien ça, il va voyager à travers les multivers. Dans une séquence de 2 secondes. Ouais, ça dure 17 secondes. Ils n'ont pas rempli les promesses. Dans The Flash, on fait juste nous mettre devant l'état de fait que maintenant, ça existe. Je pense que Sam Raimi sait pas c'est quoi le multivers. Non, je pense que Sam Raimi était complètement mêlé. Mais bref, dans cette scène-là, moi, c'est ce qui m'a rassuré et un peu déçu, dans le sens où, oui, c'est Keaton, oui, c'est le Batman de Keaton, le costume, en passant, quand il est en Batman, c'est à s'y méprendre, là. Je veux dire, j'avais un peu peur en voyant la bande-annonce qu'il faisait trop de moves. Oui, il en a fait des moves, mais quand même pas si pire. Ben non, mais tu sais, moi, tout ce que j'ai dit, c'est que si c'est le Batman de l'univers de Jack Nicholson, il aurait mangé une calice de volée. il a saigné de la bouche. Là, il a mangé une crise de volée. Bref, ils se rendent compte qu'il n'est plus Batman, il semble être à la retraite. On nous explique pas trop pourquoi. Et je veux absolument refaire le point que Jean-Nic m'a dit quand on était dans le char. Jean-Nic, dis-moi qu'est-ce que tu aurais aimé quand on a ouvert la porte du manoir de Wayne. T'en souviens-tu? Ah oui, oh mon Dieu, oui. Parce que là, clairement, c'est comme on est dans le futur de l'univers de Burton. Puis tu sais, il y a une petite phrase où il dit que qu'il a pris sa retraite, puis qu'on comprend, c'est parce que Gotham, il y a littéralement plus de crimes dans la ville, donc Batman n'a plus vraiment raison d'être. Quand il descend les marches, j'aurais aimé ça qu'on croise Michelle Pfeiffer. Ça aurait été genre une petite affaire, mais rien que pour montrer que dans cet univers-là, tu sais, Catwoman et Batman cohabitent. Là. Hey, j'aurais aimé ça. On va en parler plus tard. Il y a plein d'affaires, il y a plein de choix qu'ils ont fait, puis de caméos. Celui-là, moi, ça aurait comme été genre la cerise sur la cerise du Sun. Ah, c'est vrai que ça aurait été cool. Bref, ils réussissent à convaincre Batman quand même assez rapidement, là, parce qu'il faut avancer. Là. Ouais, parce qu'ils ont perdu 45 minutes à faire des jokes. Ouais. Ouais, Batman lui explique comment ça fonctionne, puis ils disent « Ah, on a besoin de toi, non. » Il dit « Ah, cool, non, je vais passer. » Fait que là, Flash fait comme « Bye, fine. » Parce que il faut puis je sais où ça Batcave, on va utiliser parce son que il faut qu'il trouve Clark Kent, parce que vu que Zod est arrivé, ils sont comme ça un temps. Ils ont 24 heures pour sauver l'univers, parce qu'une fois que la machine à dubstep est partie, si Superman n'est pas là pour l'arrêter, c'est la fin de la planète Terre. On nous ramène là, dans l'intrigue de Man of Steel. Effectivement. Puis, tu sais, de Flash, c'est qu'il n'a pas les pouvoirs pour réussir à arrêter Zod. Donc, il faut qu'il trouve Superman, il faut qu'il fasse des recherches pour trouver Clark Kent. Et même avec l'ordinateur de Batman, il n'est pas assez bon pour réussir à trouver les référents pour les trouver. C'est là qu'en le regardant, Michael Keaton en Bruce Wayne fait comme OK, on est vraiment dans la merde, puis t'es vraiment pas assez bon pour réussir à faire de quoi. Je pense qu'il faut que je step in parce qu'on va tous mourir.
Puis ça, je pense qu'on n'en a pas parlé de cette scène-là. Puis je crois que c'est là que ça arrive dans le film. Puis moi, c'est le genre d'affaire que j'adore. C'était genre une de mes scènes préférées dans Batman vs Superman. Puis ils ont fait quelque chose de semblable. Au début de Batman vs Superman, le monde se disait « Il est où Batman? » Pendant que Superman débattit des buildings puis qu'il se bat, il faisait quoi? Puis le film commence avec ça. C'est une scène que j'adore. On voit Bruce Wayne qui regarde les dieux se battre dans les airs pendant ce temps-là. Il embarque dans le Jeep, il va sauver du monde. Il regarde la ville se faire détruire. Dans celui-là, il explique pourquoi Barry n'est pas intervenu. Parce il était au début de ses pouvoirs. Il dit, ben là, avais tes pouvoirs, pourquoi tu n'étais pas dans le fight? Et on voit ce qu'il faisait à ce moment-là. Puis c'est un Barry qui venait de se construire un suit, maladroit avec ses pouvoirs. Finalement, il réussit à sauver un enfant pendant le fight, mais il est comme pas capable de faire plus. Puis il s'en veut. Il est mal à l'aise avec ça. Puis j'étais là, c'est cool. Effectivement, parce que la machine d'obstacle joue avec la gravité. Donc, il perd son contact avec le sol. Et lui, il n'est pas assez en maîtrise de son pouvoir pour réussir à bouger à ce moment-là. Ah non, c'est super bien fait. Ça nous permet de voir exactement qu'est-ce qui est arrivé au moment où il y avait ses pouvoirs avec une espèce de proto-costume. Tu sais, genre, il y a un genre de costume cheap qui s'est fait un peu à la Spider-Man dans ses débuts. Puis ça nous permet de comprendre comment il a vécu cette tragédie-là. Puis ça nous met en contexte aussi à quel point c'était horrible, je veux dire, comme moment dans Man of Steel. Ouais. À quel point il y a du monde qui sont morts. C'était terrible. Ça vient chercher une scène que j'adore dans le Justice League de Joss Whedon où, tu sais, comme Batman est en train de former Flash, puis là, Flash, il sait pas quoi faire. Il dit, c'est quoi qu'il faut que je fasse? Batman, il dit, faillant sauver quelqu'un. Va en sauver un, puis tu vas voir, ça va venir naturellement. Puis là, tu vois, il part, il décolle, il va sauver quelqu'un, puis là, wouh, ça décolle. Puis c'est comme, il apprend tranquillement. Puis ça fait du bien de voir comme un personnage qui doute de ses pouvoirs, qui apprend à les découvrir. Puis, tu sais, c'est un super héros, ramener ce côté-là. Là. Arrêtez d'être sur le broody et les problèmes existentiels. À la base, c'est du monde qui sauve du monde. T'sais. Batman arrive, il a fait les recherches, il a trouvé qu'il y a effectivement quelque chose qui s'est produit au Kansas. Il y a de quoi qui est tombé. Quelque chose qui est tombé du ciel. Ouais, qui est tombé du ciel. Ça a été saisi par les Russes. C'est en Sibérie. Puis s'il y a un Clark Kent, il est là. Ça fait que... Comment on va en Sibérie? En Badjet. Et là... Ça, c'est l'autre déception. Là. Je l'aime, le Batjet. Je le trouve super cool. Mais Chris, que ça fait mal au cœur de nous montrer à Batmobile puis de pas de l'avoir en action. Ouais, il n'aurait pas pu avoir entreposé le Badjet plus loin puis écoute, prendre la Batmobile pour y aller. Écoute, j'aurais aimé qu'il aille chercher du McDo avec la Batmobile. Hey, les boys, on a faim, je vais aller chercher une commande à l'auto. Juste pour l'avoir roulé un peu. Je suis convaincu que la Batmobile, le problème, c'est qu'elle ne fonctionne absolument pas. Puis ils n'ont pas voulu mettre une scène dedans. Tandis que l'avion est fait en CGI, puis ils aiment ça mettre de l'argent dans CGI. Tandis que engager un mécanicien pour réparer un char, parce que je pense que c'était une Corvette genre tunée au max, ce véhicule-là. Donc, c'est ça. Ça fait oui, mais j'aurais voulu l'avoir roulé. Tu sais, je veux dire, ils en ont fait la promotion. Ils l'ont montré. Ils en ont fait un putain de jouet. Ils nous enlèvent la couverte pour nous le montrer. Puis là, j'étais comme... J'attendais juste le... Et ça donne... tout plus de pouvoir à la séquence de Ghostbusters Afterlife parce que la séquence dans la ville où ils détruisent tous les flots rend tout ça plus awesome parce qu'Ecto One a roulé. Ouais, ben, pas la Batmobile. Pas la Batmobile. La Batmobile, elle restait là, puis tous ceux qui l'ont acheté chez McFarlane à 300$, ils ont dû faire comme... Oh! Ben, ils ont acheté de thing puis ils l'ont mis dedans pour l'améliorer. Je l'ai amélioré! Mais bref, ça, c'est ma petite déception. Pour le reste, Batman arrive en costume. Yeah, I'm Batman. Bon. Ça, c'est awesome. Prennent l'avion, s'en vont en Sibérie. Et là, c'est là, après l'émission, puis on se rend compte que... Ah, mais juste avant, là, toute cette séquence-là où il est dans l'avion, là, jusqu'au parachute pour se garrocher en bas, là, l'attitude de Keaton et son Batman, c'est comme s'il n'avait pas passé une seule année entre Returns et ce film-là. Ouais. Ah, mais c'est des pantoufles. Il vient d'embarquer dedans. C'est Michael Keaton. Mais c'est extraordinaire, là. Je veux dire... Le lichage de lèvres, le mouvement de tête. Oui, tu vois la même affaire avec Harrison Ford dans Indiana Jones. Le 4 était de la merde, mais Harrison Ford, s'il rembarque dans son personnage, il est dedans. Tu sais, ça ne tentait pas de faire Star Wars, mais il est encore en solo, même si ça ne tentait pas. Puis c'est extraordinaire parce que une des craintes que j'avais, c'est que ce Batman-là parle trop et soit trop différent de Returns. Et non, là, il parle quasiment pas. Les moves sont les mêmes. Écoute, j'avais l'impression d'être en 92. Puis,
quand il parle, tu sais, il parle en Bruce Wayne, mais en Batman, il dit des one-liners. Puis c'est ce qu'ils ont gardé aussi dans le film. Tu sais, il répète des one-liners. C'est get to the point quand il parle, c'est court, c'est concis, il n'est pas particulièrement bonné. Mais il n'est pas désagréable non plus, il n'est pas grumpy. Non, puis beaucoup de eye contact où tu n'as pas besoin de parler. Puis que la scène du parachute, là. Hey, toi, il est où ton parachute? Il a même pas dit un mot, là. Il a juste fait un sourire. Il a souri, puis et ça, c'était Batman de Keaton. Je suis convaincu que... Je suis même presque sûr que Keaton a dû donner des cues durant le tournage en disant, ben garde ça, là. Je suis sûr qu'il y avait une ligne genre, je n'ai pas besoin de parachute. Puis qu'il a dû lui dire, hey, les gars, non, il parle pas. Il va faire un sourire du coin de la face, puis that's it, là. Et j'en ai pour preuve que c'est lui qui est revenu avec la phrase « You wanna get nuts? Let's get nuts. » Parce que quand ils ont tourné cette scène-là, là, il était pas supposé parler. Puis là, il a senti, il a fait comme « Non, il faut qu'il y ait quelque chose. » Il l'a improvisé sur le set. Tout le monde a fait comme « OK, c'est ça. C'est ça que ça prenait. » Tu sais, il connaît son rôle. Puis même à l'époque de 89-92, il avait dit à Burton « Efface cette réplique-là. Il parlera pas. Je la dirai pas. Parce qu'il n'a pas besoin de la dire. Son costume parle pour lui. Puis ça a toujours été ça, le Batman de Keaton. Et j'avais peur qu'on perde ça dans le film. On l'a pas perdu. Non. Moi, je te sens pas excité, là, mais... Bon, moi, j'ai une petite érection. Pas trop. Moi, je le suis. J'ai eu plus de fun avec Andrew Garfield. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, chacun son truc, là, c'est bien correct. T'sais, autant moi, j'ai moins aimé Spider-Man à cause de ça. Je comprends que tu puisses moins aimer Flash à cause de ça aussi. Mais tu sais, moi, il est là, mon moment de nostalgie. De Flash, c'est parce que c'est pas un problème d'un moment de nostalgie haute. C'est juste que scénaristiquement, puis au niveau de la façon que c'est travaillé par réalisation, là, on était... Là, No Way Home, mais pas un grand film, là. Mais il était mieux monté quand même que de Flash, là. Oubliez ça, là. Non. Moi, dans ma tête, les deux sont des gros films problématiques sauvés par du gros fan service dégoulinant. Ben, c'est parce que... Les deux films auront plus de sens dans 20 ans. Ça, c'est leur plus gros problème. Ça. No Way Home avait quelques dialogues qui avaient plus de sens un peu, mais le problème de No Way Home, c'était la cassette qui était trop jouée sur la réalisation avec aucun risque qui était pris. Ça, c'est le plus gros problème de No Way Home. Puis à la fin, là, c'est fou. Puis non, mais sauf que, tu sais, le Batman de Keaton, c'était bien le fun puis tout, sauf que, tu sais, c'est ce qui sauve le film sur les 40 dernières minutes, son apparition. S'il n'y arrivait pas, là, c'était une catastrophe, là. Et là, on arrive effectivement à la séquence en Sibérie où, écoute, c'est awesome, là, on le voit en action, puis ce qu'il a fait là, il aurait jamais pu, tu sais, on l'a jamais vu agir comme ça, se battre comme ça, c'était awesome. J'ai vraiment aimé ça. On trouve Clark Kent, mais c'est pas Clark Kent. Et c'est une fille. Et là, au moment que Batman se rend compte que c'est une fille, fait comme la mission est un échec, on sauve parce qu'on s'est fait spotter et on va se faire tuer. Et c'est là que Barry Allen, c'est là qu'il n'a pas de pouvoir. Fait comme, mais ça n'a pas de sens, on peut pas la laisser là. C'est une prisonnière, elle a été torturée. Et là, Barry Allen prend la fille dans ses mains puis il décide de partir avec. Le plus jeune qui a des pouvoirs ne fait rien. Et Batman la regarde puis il fait juste dire... Tu sais, il ne contredit pas parce qu'il sauve une vie puis c'est pas contre le personnage, mais pour lui, c'était pas nécessaire parce que c'était pas la mission. Et là, il se retrouve au soleil, évidemment avec ce que vous devez bien vous douter. Effectivement, mais au moment où il arrive au soleil, ils se font encercler, ils sont sûrs et certains de mourir. Ils disent, qu'est-ce qu'on fait? Batman dit, on essaie de survivre. Et c'est là que Kara... il y a moins de Russes sur la planète Terre maintenant. Disons qu'une chance que c'était des Russes, hein? Il n'aurait pas fallu que ce soit des Chinois, c'était pas le bon timing. Il y aurait... Non, mais je suis pas mal sûr que ça aurait été n'importe quelle autre nationalité. Je suis pas sûr que ça aurait passé. Là. Ça n'aurait pas été un bon timing. Écoute, m'a dit que les Russes mangent une sacrifice de volée dans cette séquence-là. Là. Je me rappelle pas si c'était Alan ou Martin qui avait dit ça, mais genre, moi j'étais là, tu sais, c'est satisfaisant parce que, tu sais, les punch puis tes voix décollées presque comme la Team Rocket dans Pokémon. Là, oui, Astérix et Obélix, là. Puis il y en a un qui a dit qu'on est comme dans Black Adam. Puis moi, c'est un côté que j'aimais. C'est comme, il punch quelqu'un, puis la personne part dans l'espace. Là. C'est comme mais c'est ça fait très Astérix et Obélix. Là. Tu sais, je veux dire, essayer le linge sur Terre. Là. Mais Physique 101, en réalité, c'est pas ça qui arrive dans la vie. C'est que la mâchoire arrache, puis c'est rien que ça qui part. Ouais, la tête explose. La tête explose, là. C'est pas grave, c'est de la BD. Ouais, mais le problème, c'est que Superman, tu peux pas faire de physique avec Superman. Là.
Ben, tout explose. Ça marche pas, là. Tu sais, juste la friction de son poing contre l'air, là, c'est une explosion nucléaire. Et dans un film où, en courant vite, il voyage dans le temps. C'est ça, là. Ça tu m'auras pas là-dessus, Alan, sur... Ah, mais c'est pas grave, c'est juste pour faire une joke. Commencer à s'ostiner sur de la physique. Ça marchera pas, parce que Superman est un personnage anti-physique, là. Oui. Il n'y a rien qui fonctionne dans son histoire. Là. Si vous avez déjà lu, là, il y a plusieurs scientifiques qui se sont amusés à évaluer les pouvoirs qu'on donne à Superman. Puis c'est une catastrophe. Là. Ben, ils ont fait un bouquin d'une série télé qui sont. Ben, tu sais, il y a que le problème de la densité moléculaire pour être invulnérable, là, ferait que la personne pèserait plusieurs tonnes. Non, ça n'a juste aucun bon sens. Là. Ce personnage-là ne fait aucun sens. Là. Mais bref, il y a cette séquence-là. On la sauve. On ramène tout le monde au manoir Wayne. On n'est pas plus avancé. Acquitte parce que... L'humanité l'a emprisonné parce que ça, on va dans la BD Flashpoint Paradox, quand il trouve le Superman qui est tout chétif parce qu'il n'a jamais vu le soleil de sa vie. Lui, quand il le libère, la première chose qu'il fait, quand il pogne le soleil, il part à voler. Puis il s'en va. Il perd le contrôle de ses yeux, puis il bombarde tout le monde parce que, dans le fond, ce gars-là a été un prisonnier. Il a été maltraité pendant plus de 20 ans. Donc, son côté humain, puis vouloir aider le monde, n'existe pas vraiment. Puis il se sauve, puis ça prend vraiment du temps avant qu'il revienne. Je pense qu'il trouve sa forteresse, puis qu'il rentre en contact avec ses origines avant de revenir, mais... un côté intéressant qui est dans l'histoire de Supergirl, on va dire plus traditionnel, puis qui ont gardé là-dedans, puis qui en font un personnage qui est différent de Clark Kent. Clark Kent arrive bébé, il est élevé. Fait que tout ce qu'il connaît, c'est la Terre. Kara, elle, est arrivée, elle était déjà ado. Elle était kryptonienne. Elle a des souvenirs de Krypton. Elle a une mission. Elle a dit, je suis venue pour protéger mon petit cousin, c'est un bébé. Puis, elle, c'est vraiment une immigrée. Là. Puis là, on se rend compte, en plus de ça, de par la rencontre avec Zod un peu plus tard, que Clark Kent a été intercepté par Zod. Effectivement, qu'il était dans sa navette, puis qu'il s'est rendu compte qu'il n'y avait pas le codex qu'il était supposé d'avoir, ben, il l'a laissé crever là. Et dans ce univers-là, c'est Kara qui a le codex en dedans d'elle. Exactement. Là, le problème que j'ai, c'est le suivant que tu allais amener, c'est que elle est torturée par des humains. Elle a toutes les raisons du monde de vouloir détruire cette planète-là pour faire revivre Krypton. Mais elle dit, moi, je suis kryptonienne. Elle voit un kryptonien tuer 2 humains, puis elle veut tuer les kryptoniens. Et elle nous ramène l'histoire de Barry Allen m'a sauvé, ça prouve que les humains sont bons. Effectivement, mais elle venait juste de tuer 225 Russes qu'il avait kidnappés. Ça fait qu'elle a vu ça tuer 3 Américains, mais elle venait de tuer 200 Russes. Mais vu que c'était des Américains, là, c'était grave. Et ça, c'est le bout qui manque beaucoup au film. Là, où ce qu'il y aurait pu y avoir de quoi d'intéressant de raconter puis qu'on le raconte pas. Visuellement, c'est quelque chose d'intéressant parce que, rappelez-vous, quand il la sauve, il la prend dans ses bras, il la tient, c'est comme un faible, c'est comme ça, il tenait un corps, puis elle sort dehors. Puis quand elle revient, il est comme en train d'essayer de regagner ses pouvoirs. Puis là, finalement, Batman n'a plus assez d'énergie dans la cave, ça n'a pas réussi. Il a été frappé par la foudre créée en laboratoire, puis ça n'a pas fonctionné. Et elle le prend comme lui, il l'a pris, puis elle le monte dans les cieux pour y aider à retrouver ses sérieusement, pouvoirs. Je pensais voir une séquence avec des athlètes qui allaient être awesome, mais finalement, là, ils ont manqué d'argent puis ils n'ont plus fait les effets spéciaux nécessaires. Est-ce qu'on n'a pas vu la séquence où il se fait frapper par la foudre? Et ça, moi, j'ai dit à Martin à ce moment-là, je fais comme, ça, c'est une séquence qui est forte. Ça, c'est un beau moment. Ouais. Mais le climax de ce moment-là, ils l'ont pas mis parce que il n'y avait pas de scène. Il n'y avait pas une scène. C'est comme, le moment où la foule le touchait puis il retrouvait ses pouvoirs, c'était quelque chose qui était ultra important. On l'a même pas vu. Elle a redescendu sur Terre mort, puis c'est là qu'il a repris ses pouvoirs. C'est comme, c'est un petit peu décevant. Là. Puis c'est là qu'elle lui explique pourquoi elle est revenue, puis elle a décidé de revenir. Puis à ce moment-là, il y a comme une espèce de nouvelle trinité. Là. C'est Batman, Supergirl, puis Flash. Plus l'autre Flash qui se fait même un batsuit, une espèce de costume de Flash qui est quand même cool. Ah, mais c'est pas vrai costume de Flash parce que celui d'origine n'était pas comme ça. Hein? Oui, c'est parce qu'il y a eu un genre de backslash à cause du costume parce que le monde disait qu'il était pas pareil, mais il n'avait pas allumé que c'était le costume de Batman. Ah, c'est le costume de Keaton qui repeinture. C'est aussi simple et aussi niaiseux que ça. Et ça nous amène à probablement ma séquence préférée du film parce que j'ai trouvé que les séquences d'action dans ce film-là étaient cool. Toute la séquence de bataille contre Zod, j'ai trouvé ça hot. Ouais, c'était correct. C'est Supergirl, je pense qu'il n'aurait pas fallu qu'il laisse ses pieds bleus parce qu'au niveau du CGI et puis toute la façon que ça bougeait, là, il manquait un pattern de couleur pour que ça ait l'air moins cheap parce que quand elle volait, là,
c'était cheap, là. Mais outre ça, la bataille en tant que telle, les deux Flash qui courent partout, qui se repognent les pieds, tu sais, c'était vraiment cool. Il y avait des bons points, ça aurait pu être mieux, mais tu sais, c'est parce que ce bataille-là était perdu d'avance, c'était overpower. Ils ont essayé de faire quelque chose qui était cool, sauf qu'il y avait une idée extrapolée, puis ça s'est perdu là-dedans. Mais j'ai trouvé ça quand même awesome. Tu sais, le Batman qui... Tu sais, on s'entend, là, c'est le Batman avec des gadgets des années 90, là. Ouais. Contre des Lui, kryptoniens. Il est au-dessus de sa tête, là. Il n'y a pas d'affaire. Lui, un force field, il n'a jamais vu ça de sa vie, là. Non. Écoute, il a essayé de péter 2 vaisseaux avec un crochet, là. Il a réussi les 2 vaisseaux aussi. Il a essayé de faire péter le vaisseau principal qui avait un champ de protection avec des missiles que ça a chié. Oui, ça a chié. Mais les crochets, puis il a réussi avec les 2 crochets. Ça, c'est quand même assez phénoménal, là. Bon, oui. J'aime aussi, comme les Flash qui débloquent leur pouvoir, puis la phrase de « on n'est peut-être pas aussi fort qu'eux autres, mais ils sont pas aussi vite que nous autres ». Puis tu sais, ça renvoie à la scène dans Justice League où de Flash essaye d'arrêter Superman, puis il se rend compte que Superman est capable de le regarder, puis là, il fait perdre pied. Mais reste que de Flash, c'est plus rapide. Puis là, en se disant, si on se concentre, si on y va à plein, là, on va trouver des manières de le faire mal. Puis c'est super cool. Petite toune rock qui décolle. Oui, la toune, c'était bon, ça. Il coupe des couilles à chacun des kryptoniens. C'est drôle, c'est funny. Mais arrive le moment qu'on réalise qu'ils ne gagneront jamais ce bataille-là. Effectivement, parce que Batman essaie de faire péter ce vaisseau mère. Il y a force field, ça fait qu'il se fait shooter. Batman meurt. Kara... Elle n'a pas d'entraînement. Elle vient découvrir ses pouvoirs. Zod est un militaire. C'est le point que Zack Snyder avait essayé d'apporter dans son film qui était très mal apporté. C'est que Superman contre Zod avait aucune chance. Et l'humanité allait mourir tant que Zod n'arrêtait pas. Mais Superman n'était pas assez fort et pas assez entraîné pour réussir à l'arrêter. Donc, il l'a forcé à le tuer. Zack Snyder avait décidé de mettre le héros qui n'aurait jamais fait ça de sa vie dans une situation où il n'avait pas le choix parce qu'il voulait le travailler par après avec une rédemption puis faire comprendre que la vie est importante. Et là, on se ramasse sur le point où là, l'héroïne qui n'était pas assez entraînée, c'est elle qui meurt. Elle meurt. Et là, évidemment, il y a une solution facile à ça, puis on a la même qu'eux autres. Retourne dans le temps. Ça fait que les 2 Flash décident de retourner dans le temps. Ils décident de recommencer, puis là, il y a un plan. Là, ils essaient de faire ça. Et là, le plan a l'air à fonctionner. Tu fais comme, wow, OK, ça va bien. Là, tu te rends compte que Batman survit. Attention. Puis là, il se dévire. Kara est encore morte. Là, ils font comme, OK, il y a quelque chose qui n'a pas marché. Et là, tu as Barry qui commence à repenser à ce que Bruce Wayne y avait dit. Touche pas au temps. Arrête de faire ça parce que plus tu vas y retourner, plus tu risques de faire de la merde. Et là, tu as le plus jeune que lui, sa conscience-là, il l'a pas. Lui, il est en train de se craquer en disant comme, non, ce qu'on comprend pas, c'est parce qu'on a des chances à l'infini de gagner cette bataille. On peut la recommencer tant et aussi longtemps, tant qu'on n'aura pas trouvé la façon de le gagner. Et lui, il passe un rampage temporel et non-stop. Et plus il retourne dans le passé, plus tu te rends compte que les blessures qu'il a le font ressembler au Flash qu'il avait sorti au début. C'est le genre d'affaire que tu vois venir tout de suite. Moi, il y a comme un bout de vaisseau qui explose, puis il se ramasse avec une lame dans le bras, puis là, il s'en sert. Là, j'ai comme fait, shit, OK, c'est lui, finalement. C'est une super bonne idée. Ça fonctionne avec le canon de Flash, puis c'est ça. Quand il dit, on peut le réessayer autant de fois qu'on veut, puis là, ça clique. C'est que le point du paradoxe qu'il ne pouvait pas régler, et je trouve qu'ils l'ont bien apporté dans le film. Ce qui était un petit peu, moi, ce que j'ai trouvé décevant, c'est que quand il se ramasse dans le chronosphère et que le méchant Flash tout noir apparaît, puis il apprend que c'est le plus jeune Flash, que lui, il dit, tu comprends pas, il arrive, on peut tout régler. Tant qu'on réessaye, on peut tout régler. Et là, tu as le Barry plus vieux, fait comme, là, ça fait combien de temps que tu fais ça? Il fait comme, quand et nous, le temps n'a pas d'importance. Ça fait peut-être des millénaires qui essayent de régler tous les problèmes de l'univers. Tu ne sais pas. Puis là, il apprend au plus jeune Flash que c'est lui. Là, tu as 3 duos qui se parlent. C'est plus ou moins intéressant. Et dans un des moments les plus anticlimatiques, parce que justement, le plus jeune, on ne l'aime pas vraiment parce que son humour, à un moment donné, nous tombait ses nerfs. Au moment où l'espèce de anti-Flash veut tuer le Flash, le plus jeune Flash se met devant puis il le tue. Là, tu fais comme, OK, le gars que ça fait des millénaires qui essaie de régler tous les problèmes n'a pas vu venir qu'il allait se tuer lui-même puis s'annihiler. Il se fait comme... Ouais, c'est pathétique. Faut que tu trouves une solution. Là, aussi, ouais, là. sauf que... C'est quoi la solution? C'est parce que de commencer à réussir à te faire aimer le personnage qui va se sacrifier. Ouais, je comprends, mais je veux dire, le sacrifice, c'est
petit peu évident que c'est ce qui allait arriver. Là. Oui, sauf que, tu sais, ce gros méchant-là, dans le fond, là, c'était une exposition temporelle. Dans le chrono vert, il ne peut pas voyager dans le temps. C'est comme, c'est pour ça que je disais, il ne faut pas chercher à comprendre, ça n'existe pas, puis il n'y a pas de logique derrière ça. Mais là, avant... Mais tu sais, c'était un vilain d'exposition de 15 secondes. T'sais. Le gros vilain du film a eu 15 secondes de dialogue, puis rien fait. Ouais, je comprends, mais tu sais, il était-tu si nécessaire que ça? C'est bon point, rendu là. C'est tout ce qu'on chiale, mettons, sur Wonder Woman, puis là, ils l'ont bien exploité. C'est justement... C'est pas un gros vilain en CGI, tu sais, je veux dire, il est symbolique. Le vilain, c'est Flash lui-même qui a voulu jouer avec le temps. Il a créé son propre problème. Ah ouais, il est devenu lui-même le vilain de cette histoire-là. C'est l'idée même de vouloir altérer des choses qui ne peuvent pas être altérées, mais qui là, devient propre. Dans cette séquence-là, parce que c'est important de le mentionner, c'est le moment où les mondes, à force de voyager dans le temps... Mais tu sais, c'est pas juste ça, c'est parce qu'aussi, il explique un autre paradoxe qu'il a là-dedans. Fait comme t'as pas l'air à comprendre, c'est moi qui t'ai sorti en 2013. Puis pour que tu me crées moi à cette époque-là, ça fait que, tu sais, il y avait un deuxième paradoxe qui s'est créé à ce moment-là. Oui. Parce que le futur avait encore créé le passé, ça fait que... Tu sais, même lui était conscient qu'il était un paradoxe. Oui, je comprends, mais tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai décroché, là. J'ai juste fait, OK, c'est lui le méchant, puis quand il tue l'autre, il meurt. C'est un problème mathématique, il n'y a pas de réponse, parce que le problème est faux, puis il y a des éléments qui n'existent pas. Il ne faut pas chercher une solution. Là, à un moment donné, j'ai juste fait comme, OK, go with the flow. Là. Mais la séquence dont j'allais parler, c'est qu'à ce moment-là, c'est là qu'on voit les mondes s'entrechoquer les uns contre les autres. Parce qu'on voit à peu près le plan du 52 de DC, les 52 univers. Ça fait qu'il y a souvent des sphères de couleurs qui vont représenter chacun des univers. Et là, quand ils sont dans le chronosphère, puis qu'ils n'arrêtent pas d'essayer, ils se rendent compte qu'il y a différentes chronosphères qui rentrent en collision avec d'autres chronosphères, puis qui se détruisent. Puis là, ils commencent à comprendre qu'il y a des univers qui se détruisent à cause de leur action. Exactement. Ils rentrent en collision les uns avec les autres, puis tous ces chronosphères-là qui rentrent en collision deviennent conscients de ce qui se passe parce qu'ils le voient. Ils voient les chronosphères, puis là, et c'est la séquence où, là, c'est le fan service fois 1000, ouais. Là. Fois 1000. Là, on comprend pourquoi c'est Michael Keaton qui est Batman dans cet univers-là. C'est tout. Puis là, au lieu de l'expliquer avec la BD, puis... Là, ils ont pris, c'est l'univers filmique, on va dire. Fait que là, on voit plein d'itérations de Superman, que ça soit Adam West est là, Josh Reeve, t'as la fille qui avait fait Supergirl à l'époque aussi qui est là. Comment ça s'appelle? Ellen Slater. T'as le duo qui a fait Flash en série des années 80, mais qui a fait Jay Garrick dans la série de The Flash à TV. Et c'est ce Jay Garrick-là qu'on voit là-dedans, et pas Grant Gustin. Je trouve que c'est un finger qui est un petit peu insultant, mais c'est pas grave. Ben, en fait, c'est doublement ça. Parce que c'est pas lui, en fait. C'est comme ça va plus loin que ça. Mais c'est le même acteur. Là, c'est l'acteur qui s'appelle Teddy Sears. Teddy Sears, là, il jouait ce qu'on pensait. Ok, c'est vrai, c'est pas lui qui faisait Jay Garrick. C'était lui qui faisait Reverse Flash dans le fond. Oui, qui faisait Reverse. C'était pas le vrai Jay Garrick. Puis si ma mémoire est bonne dans ce que j'ai lu, c'est qu'ils l'ont même pas averti qu'ils lui ont crissé ça à la face CGI là-dessus. Non, c'est ça, exact. Il sait pas, lui, c'est pas, l'acteur sait pas qu'il est dans le film. D'ailleurs, il y a un problème là. Parce ils ont utilisé du stock de CW. Et là, il y a un gros problème ici, puis on va en parler parce qu'on va sortir de l'histoire du film, puis on va parler de cinéma en général et de toutes les dérives qu'on est en train d'avoir avec l'intelligence artificielle, le CGI, puis la recréation de personnages. Là, on a commencé à le voir avec Peter Cushing dans Rogue One. Et Carrie Fisher. Carrie Fisher. Mais là, je crois qu'on avait quand même des autorisations. Mais là, dans le cas de Flash dont vous parlez, là, le gars n'était pas au courant. Là. Ça, c'est triste un peu. Le gars était pas au courant. On lui a crié ça à la face dans le film. Par contre, là, je vais apporter un point, mais là, c'est ça, je suis pas à 200% derrière. Le fait que le CGI soit vraiment laid, je pense pas qu'on est comme dans Rogue One, où on essaye de nous faire... Ouais, mais là, tu utilises quand même le likeliness de quelqu'un, là. Là, on est plus dans les CGI de PlayStation 3. On comprend c'est quoi le personnage, mais c'est pas exactement. C'est parce que t'embarques justement, c'est la maudite éthique qui se passe présentement avec le AI. C'est que tu peux fais-moi un dessin de Goldorak à la Jake Dion. Le dessin va ressembler comme si c'est Jake Dion qui l'avait fait, mais c'est pas lui qui l'a fait. Ça fait que le lineliness, puis ce qui a été recherché là-dessus, est-ce que le droit d'auteur existe quand même? C'est le même débat. C'est le débat qu'on a présentement. On est dans l'éthique. C'est que l'intelligence artificielle est en train de donner de la job à nos chums
Avocat. Non, philosophe. Aussi. Mais en fait, le problème qu'on a, c'est le même problème qu'on avait au début du siècle avec les droits d'auteur de personnages. Dans le sens où là, est-ce que j'ai le droit d'utiliser Christopher Reeves en Superman parce que j'ai produit le film de Superman et que j'ai casté Christopher Reeves? Est-ce que l'image de Christopher Reeves en Superman m'appartient ou l'image de Christopher Reeve en Superman, il y a des royautés là-dessus? Effectivement, ça va être un gros débat qui va embarquer là-dessus. Puis, tu sais, puis même au niveau de ce CGI-là, puis de ce qu'on met sur la face du monde, là, c'est parce qu'il ne faut pas oublier, je vous ai parlé dernièrement de Fast and Furious 10. Oui. La finale qui est ultra anticlimatique parce qu'il tue tout le monde. Tu sais, on a tout un gros doute ce qui va passer au début du 10e. Il y a une seule personne qui est encore en vie, qui a suivi ça en arrière, puis qui est assez underground pour réussir à tous les sauver puis régler le problème. Et c'est un gars que ça fait 3 films qu'on n'a pas vu parce qu'il est mort pour de vrai. Et ça fait déjà 3-4 ans qu'il n'arrête pas de dire oui, à un moment donné, il va revenir. Puis qu'il n'arrête pas de hinter qu'il va revenir. Possiblement que dans Rapide et Dangereux 11, là, hein, on va voir la pire catastrophe CGI sur quelqu'un qui va arriver avec le retour de Paul Walker. J'ai hâte de voir, je sais pas si... Moi, personnellement, j'ai hâte de voir si Paul Walker va être le point tournant qui va faire ça marche ou ça marche pas. Ben parce que t'en as qui ont déjà des contrats. James Earl Jones a vendu sa voix. Oui, sauf que... Ça, c'est fait, là. C'est signé, Paul a c'est manqué fait. un virage random puis il est mort. C'est ça. Parce que dans le cas de Jones, il a déjà réglé ça, là. Les droits de sa voix appartiennent à Star Wars et à Lucasfilm, là. C'est fait, là. Puis la voix de Jones dans Obi-Wan Kenobi, c'est pas lui. Non. C'est l'intelligence artificielle. Oui. Quelque chose, là. Et l'autre point, là, qui est beaucoup débattu actuellement, les gars, je sais pas si vous avez lu là-dessus, mais il y a bien des gens qui sont fâchés d'avoir vu George Reeves. Très fâchés d'avoir vu George Reeves. Pourquoi? Parce que le gars s'est suicidé. Ah, si, oui. Ouais. En Ouais. partie à cause du rôle qu'il avait. Et là, ben des gens se disent, éthiquement parlant, Warner Brothers, comment vous pouvez réutiliser l'image de ce gars-là, le colisser dans un film, se cacher sous le fait que ça va nous faire plaisir parce que ça fait partie de l'histoire de Superman, mais en même temps, c'est comme si vous aviez fait faire un nouvel album à Kurt Cobain, là. Ouais. C'est- Ben, on va aller encore plus méta que ça. Et- Ils ont déjà... Warner a réalisé un film Oui, sur là-dessus. son suicide et c'est Ben Affleck qui joue. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est parce que, tu sais, on voit le côté exécutif de Warner qui sont là-dedans. C'est parce que Warner est une machine qui n'est pas humaine puis qui n'a pas de compassion, là. Mais c'est douteux, là. Ben, ils ont toujours été comme ça, Warner. Tu sais, je veux dire, Adam West, à la limite, là, probablement que si tu as des conversations avec la famille, tu vas t'en sortir. Christopher Reeves, probablement la même chose. Ben, tu sais, Christopher Ben, Reeve, il a toujours été fair play. Il était dans Smallville aussi, là. Il y a des royautés qui ont été versées. Mais parce que je veux revenir à mon point que je faisais tantôt avec CGI de PlayStation 3. Je pense qu'il faut le voir un peu. Tu sais, comme si un dessinateur s'était inspiré d'un autre dessinateur, tu sais, qui avait voulu mettre de la même manière que, genre, mettons, quand Sean Murphy, dans son Batman, fait plein d'itérations de la Batmobile, là, c'est pas lui qui les a créés. Il est pas... Puis, tu sais, il n'a pas dû payer droit d'auteur, mais il met, genre, plein de Batmobiles, dont celle de Burton. Ouais, je comprends ton point, là, mais tu sais, Genre, je c'est fais comme ouais, mais ils tu sais, veulent- j'en ai... ils veulent qu'on comprenne Ouais, mais que c'est attends à peu. ça qu'ils font référence. Je fais de la Mais radio c'est pas- dans la vie, là. Puis si quelqu'un mettait un filtre sur ma voix, mais en me disant que c'est moi pareil, ça me ferait pas plus plaisir, là. Oui, ça, je suis d'accord C'est- avec vous. Ça peut être dangereux, mais là, comment ils l'ont fait, moi, je trouve que c'est pas problématique. Tu sais, ils les ont pas fait interagir. Non, tu sais, c'est mettons, vraiment des celui caméos, qu'on va là. interagir, c'est Nicolas Cage. Puis, tu sais, lui, il était là. Tu sais, Ouais, il a donné lui, ils son sont allés le empreinte. chercher pour vrai. Les autres, tu sais, je veux dire, ils font un sourire, puis ils mettent les mains Ben, sur tu sais, Reeves, c'est quand même ça reste long, dans- là. Christopher Ouais, Reeves, je c'est sais. long, là. La Supergirl apparaît avec Mais lui. Mais c'est pas grave, Nicolas il fait Cage, un c'était cool, sourire, OK? il se vire, tu sais. Ouais. Mais Nicolas Cage, hein. Ça, c'était Chris Mandro. Ça, c'est... Ça montre à quel point ils ont été... Tu sais, là, quand t'es autour d'une table, tu dis, savez-vous ce qui serait le plus wild? Ça. C'est impossible. Ouais. On va Puis, l'essayer là, pareil. Ils font comme, mais Nicolas Cage, c'est un gros nom. Mais tu sais, on va dire à Nicolas Cage qu'il va pouvoir être Superman. Et je suis convaincu que Nicolas Cage a coûté tellement cher que ça a dû coûter un billet d'avion. Ah, Ouais, clair c'est que- sûr qu'il l'a fait gratis, là. Il a pas demandé une scène. C'est son genre. C'est son genre. Tu sais, ce gars-là rêvait d'être Superman. Il a pas réussi à avoir le rôle. Et tout le monde sait que son premier-né s'appelle Kal-El. Je vous rappelle que ce gars-là a marié la fille d'Elvis Presley parce qu'il tripait sur Elvis. Oui, effectivement. Puis son flow s'appelle Kal-El. Fait que, tu sais, ce gars-là, ça vous démontre
jusqu'où il est prêt à aller quand il y a une fascination. Là. Il trippait sur Luke Cage, il a pris son nom. Là. Oh. C'est la crise de l'enfant, prise 2. Je reviens. Hey, dépêche-toi parce qu'on va closer. Ouais. Amène le kid, on va le voir un peu. Ah non, c'est ça, Nicolas Cage, c'était vraiment cool. Puis, tu sais, il a fait ça certainement de bonne foi. Puis, tu sais, il devait être vraiment content de le faire aussi. Tu sais, c'était de voir rêver son look parce que son Superman avait le look de Superman au moment de sa mort, 90. au début 90, avec ses grands cheveux puis tout. Là, tu vois ça arriver de dos, tu fais comme, Chris, c'est Superman de 92 avec ses grands cheveux. Là, c'est comme, minute. Le seul qui était le même, c'est Nicolas Cage. Et là, il y a une grosse araignée qui arrive. Là, tu fais comme, minute. Ça, c'est l'araignée qui était dans Wild Wild West. Ça me dit vaguement de quoi, ça, l'araignée qui était dans Wild Wild West? Tu fais comme, ah shit, non. Et c'est lui. Et là, t'allumes que c'est la fameuse histoire que Kevin Smith a racontée plusieurs fois du scénario de Superman Lives, c'est ça? Hein, Moi, je pense que oui. Oui, de Tim Burton, dans lequel il y avait un scénario de la part de Kevin Smith, qui avait un producteur qui insistait pour qu'il y ait une grosse araignée géante à la fin du film. Le film a été scrappé, ça fait que le gars, il avait bien de l'argent, puis il était bien moron, ça fait qu'il a tombé sa production de Wild Wild West. Et, Il a réutilisé son araignée. Gros cave. Et c'est la séquence qu'on voit. Personnellement, au Wild Wild West, là, moi, ce que j'y donne de plus, c'est que ça prouvait à quel point Kenneth Branagh est un grand homme. Il a encore eu une carrière après ce film-là. Ça, c'est incroyable. Hein? C'est hallucinant qu'on ait réussi à lui faire confiance après ce film-là. C'est quelque chose. Mais bref, cette séquence-là avec Nicolas Cage, du bonbon. Bon, oui. Évidemment, là, le film finit que, bon, on l'a dit, là, les deux flashs se pètent. Bon, c'est correct. Et là, il réalise... Puis, tu sais, ça, c'est le bout un peu d'homme du film. Dans le sens où Barry Allen réalise qu'il faut absolument qu'il fasse rien pour changer l'avenir, mais il le fait encore. Ben non, il fait une action qui est sans conséquence parce que la caméra ne fonctionnait pas. Et le fait que Bruce Wayne avait réussi à régler le problème de caméra la veille du procès, ça n'avait aucun impact avant la veille. Oh, faux. Non, c'est pas ça. On C'est appelle pas ça le qu'il fait fait. papillon. Le fait C'est d'avoir... ça, d'avoir parlé à sa mère, ouais. Non, c'est pas ça. C'est pas ça qu'il fait. C'est qu'il monte la canne d'une rangée. Oui. Fait que là, son père... Fait que là, son père, quand il va chercher, On voit sa face. on voit sa face. C'est ce que je viens de dire, c'est parce que ça n'a aucun effet, parce que la caméra ne fonctionnait pas, c'est que tout ce temps-là, personne ne l'avait Oui, je vu. sais, mais il savait qu'éventuellement, Bruce Wayne, Il a changé le futur. il savait. Oui. Puis il savait que ça allait innocenter son père. Fait qu'il a encore fait la même gaffe. Oui, il a changé de quoi. Je te donne un exemple, Alan. Là. Admettons que dans cet univers-là, la canne de sauce à spaghetti verte qu'il a pris puis qu'il a monté, la personne... je sais que c'est un effet, sauf que la réalité, c'est que lui, qui a eu ce plan-là, c'est que ça ne change rien vers la veille. Non, mais il savait que ça allait l'aider au procès. Mais c'est parce que Oui, au niveau de l'impact, lui, réellement, l'impact, il pensait pas que ça allait avoir valeur parce que c'était quelque chose que personne ne savait. Lui, dans sa tête, moi, Ouais, c'est ça que je dis. C'est que pour lui, l'impact, c'était la caméra fonctionnait pas, ça fait que ça change rien parce que on n'a pas réussi à régler ce problème-là avant là. Mais, en innocentant son père... Rappelle-toi le conseil que grand-papa... Ben, c'est ce que j'allais dire. Si jamais tu voyages dans le temps, touche à rien. Ah oui. Touche à rien. Et que dire de son autre conseil contre les robots? Là? C'est quoi qu'il dit? Là? Si tu peux pas te battre contre un robot, deviens un robot. Bon, je pense que ça va beaucoup coûter cher. Ça l'a pas aidé beaucoup. Mais, Il est à pêcheur. ouais. Mais là, finalement, c'est ça. Il arrive, il change la canne de place dans l'espoir d'innocenter son père en se disant « J'aurais pas tout fait ça pour rien. » Mais de toute façon, moi, je conseille à dire qu'il n'y a rien qui peut être pire que Fry, c'est son propre grand-père. En plus, oui. Et bon, il y a la super séquence avec sa mère, super émotionnelle, séquence que j'avais pas compris. Parce que là, moi, j'étais comme, voyons, Chris, elle l'a vu, c'est son fils. Martin, il avait oublié qu'il avait voyagé encore 18 ans dans le passé. Ouais, c'est ça. Là, moi, dans ma tête, il était revenu au moment où il avait 18 ans. J'étais comme, voyons, ce qu'il fait. Martin, là, il fait comme, sa mère l'a vu 10 minutes, pourquoi c'est qu'elle ne le reconnaît pas? Je fais comme, Martin, il a reculé 15 ans encore dans le passé, il fait comme, ah! Je dis, oui, c'est le bout où elle se fait tuer. Je dis, OK, c'est un enfant dans ce bout-là. OK, c'est correct, ça marche. Cette scène-là fonctionne quand même bien. Sa mère est cool. Tu sais, elle est comme, tu comprends qu'elle comprend qu'il y a quelque chose. Mais la mère dans Spider-Verse, c'est plus cool. On peut-tu pas mettre les deux films en compétition, s'il vous plaît? Mais bref, c'est un beau moment, c'est une belle scène, c'est bien fait, c'est correct. Il remet à Cannes, il fait son petit changement, il revient dans le présent, OK, il vérifie, 3-4 vérifie, OK, c'est correct, on est à la bonne place.
Bon, il s'en va au procès, la caméra, blablabla. Il gagne, il est content. Il reçoit un appel de Bruce Wayne. Il fait comme Bruce, j'aimerais ça que tu sois là. Finalement, tu as réussi à innocenter mon père. Puis tu avais raison sur le voyage dans le temps. C'était vraiment une catastrophe. Il fait comme j'aurais jamais fait ça. J'ai fait une niaiserie, mais tout est arrangé maintenant. Il fait comme ah, inquiète-toi pas, il n'y a pas de problème. Je suis là, je me parque. Et là, la voiture de luxe arrive. Fait qu'on sait bien que c'est Bruce Wayne. Et qui Puis il y a sort du monde. Ça prend des photos, puis on se doute bien. On pense que ça va être Keaton. On Dans est le fond, convaincu que c'est Keaton. Ben, à la base, c'était supposé d'être Keaton. C'était effectivement supposé d'être Parce Keaton. que Keaton était supposé d'être dans Crisis on Infinite Earth. Parce Il qu'il était supposé être avec Batgirl aussi. Batgirl, effectivement, parce qu'il était supposé avoir le Crisis, qui était supposé d'être la suite de ce film-là. Et le Crisis n'aura jamais lieu. Puis on s'était dit ça va être l'occasion de ramener Keaton dans cet univers-là. D'avoir un univers dans lequel Keaton existe. Effectivement, parce que le but de ramener Keaton puis de l'avoir mis dans Batgirl aussi, c'est parce qu'il était supposé de le pivoter de la Infinite Crisis. Ouais, c'est ça. Mais c'est pas ça qui est arrivé. Et la personne qui sort du véhicule, c'est probablement la chose la plus... Le Batman préféré de tout le monde. Monsieur Nescafé. George Clooney. George Clooney. Le gars qui a multiplié les entrevues pour s'excuser d'avoir joué dans Batman. Le gars qui a attendu la mort de Joel Schumacher pour dire à quel point il était embarrassé par ce film-là, qui veut plus Celui rien qui avoir à tente faire à ça. De loin, le pire film de Batman de l'histoire. Mais le type, c'est un chic type, là. J'adore George Clooney. Là. C'est un énorme acteur, c'est un gars super sympathique. Moi, tu sais, je veux dire, ça me déçoit pas pantoute. Moi, j'ai trouvé ça funny, puis le fun. Puis tu sais, là, il y a du monde que ça fâche, il y en a qui théorisent, ben voyons donc, ça veut-tu dire que c'est lui le nouveau Batman? Non, man, c'est un caméo. C'est rien que le fun. C'est Parce que, comme Keaton. tu sais, je veux pas faire de peine, là, mais à la fin du film, c'est pas marqué The Flash will be back. Là. Puis à 55 millions dans sa première fin de semaine, là, je vous confirme que The Flash won't be back. Et l'affaire, c'est que... Mais c'est légitime de se poser la question parce que Gunn nous a tellement vendu ça comme un reboot plutôt que... Puis surtout qu'il parlait de Brave in the Bold avec un Batman qui était plus vieux, puis tu te ramasses avec George Clooney, tu sais. Tu sais, mais tu vois que c'est un caméo. Le gars n'a même pas pris la peine de se raser. Là. Fait que, Ouais, tu sais, je veux dire, effectivement. Puis en plus, il est chum avec le pingouin, ils font des annonces de café. En plus, bon. Fait que là, il arrive. Mais tu sais, ce moment-là m'a fait du bien parce qu'à un moment donné, je me suis dit, ben, c'était le dernier élément de la grande famille à réconcilier. Parce que Val Kilmer, on l'a vu dans Top Gun, il est pas en état de sortir. Puis, moi, mais Forever a jamais eu toute la marde que Batman and Robin a eu. Ouais, effectivement, parce que le problème de Forever, c'est pas que c'était un mauvais film. Il y a eu un backlash parce qu'il a mal vieilli. Il est supposé exister un directeur cut de presque 4 heures. Puis, Ça a l'air que c'est mieux. Ça a l'air que c'est mieux parce que le film était supposé d'être crissement plus dark. Le problème du film de Kilmer, c'est pas qu'il était mauvais. C'est les compagnies de jouets. Ouais, exactement. Ils l'ont hijacké complètement, ce film-là. Puis, tu sais, il est arrivé à Batman Forever la même chose que Batman vs Superman. C'est un film dans lequel les studios se sont beaucoup ingérés. Puis, tu sais, Warner n'est pas son film non plus. Là. Warner a fait ça? Il existe une cote de Batman Forever que je suis convaincu qui est vraiment, vraiment awesome. Ça fait pas 2 semaines que Kevin Smith n'arrête pas de dire qu'il l'a. Ouais, il a dit qu'il l'a vu. Ouais, je pense que Kevin Smith dit qu'il l'a vu. Il dit qu'il l'a vu et que c'était awesome. Je serais curieux. Là. Moi, Mais tu sais, je veux dire, ce qu'on a vécu avec Clooney, là, pour la mémoire, puis vous êtes tous les deux, tu sais, quand même, vous avez mon âge, puis Alan, t'es même un petit peu plus vieux, là. C'est ce qui s'est produit avec Adam West à la fin des années 90, début des années 2000, quand on a commencé à réconcilier la série des années 60, puis à accepter qu'Adam West faisait partie de l'histoire de DC Comics. Là. Que là, on lui a donné une série de comics, Batman 66, qu'on a donné des films d'animation à Adam West. Dans Batman Animated Series, on lui avait donné un rôle avec The Grey Ghost. Puis, tu sais, on avait commencé à faire la paix parce que pendant des années, surtout en 89, quand Keaton a été casté, tu sais, West avait fait l'audition, hein. Il pensait qu'il allait reprendre le rôle, lui, en 89. Là. Il était convaincu que c'était ça, là. Puis il y a eu comme une espèce de chemins qui se sont séparés parce qu'on a tellement voulu... Tu sais, le problème de ces gars-là, c'est qu'on a bâché leur œuvre pour remonter celle qu'on était en train de faire. Tu sais, on a tellement bâché la série des années 60, on a tellement bâché Adam West, on a tellement bâché ce qu'il avait fait pour se distancer de ça. Puis il y a eu comme une espèce de réconciliation. Puis moi, Clooney dans ce film-là, c'est une sorte de réconciliation. C'est comme, d'où tu fais partie de l'histoire de ce personnage-là. Je suis d'accord. Ouais, Et moi, ça me...
J'ai pas eu de malaise avec cette séquence-là. Non, mais il y en a qui en ont. Ouais, je sais. Il y en a Je qui comprends trippent le point là-dessus. C'est parce que le monde cherche trop de continuité. C'est un univers qui est écroulé. Et malheureusement, avec les box-office qu'ils ont, puis Blue Beetle qui va être une catastrophe, là, c'est que la job de James Gunn dans un studio qui est en train de mourir sera pas facile. Parce que ces films ne sont pas encore rentrés en production. Là. Puis, on le voit avec Warner. Attention, on va parler des box-office, Pixar, qu'est-ce qui s'est passé avec ça. Là. C'est que les prochains films de super-héros qui vont sortir, parce que même Disney a tassé leur template de presque un an de tous leurs films, là, les budgets de 250 millions là, sont en train de travailler pour éliminer ça. Ben, il faut. Ils n'ont pas le choix. Parce que le monde sont au rendez-vous, mais ils font pas de ça. Effectivement, parce que c'est des films qui vont faire du 500 millions en montant, donc ce serait des films qui sont supposés être rentables, mais maintenant que les box-office et les prix que les films coûtent, à 600 millions, tu perds de l'argent. Mais c'est de la faute à Infinity War et Endgame. Ben oui. C'est ces films-là qui ont fait ça. Les films milliardaires ont créé un phénomène. Parce que à cette heure, pour percer à Hollywood, pour dire que tu es un succès, il faut que tu fasses 1 milliard. Puis moi, ça fait longtemps que je le dis. Le milliard est un phénomène. Vise le 500, puis arrête de flamber du cash en colon. Là. Ah oui, puis tu vas avoir un beau fond de roulement pour faire tes films. Si tous tes films font 500, c'est correct. Warner, ça va les ramener sur Terre aussi, parce que, tu sais, mettons, ils ont Aquaman qui a coûté 150 millions, qui a fait 1 milliard, puis ils ont Joker qui a coûté genre 90 millions, qui a fait 1 milliard. Tu sais, genre, ils pouvaient se permettre d'avoir genre, mettons, 2-3 bits de même, pas plus. Là, ils les ont eu. Là, tu sais, ils vont commencer à faire attention. Ben, ils n'auront pas le choix, là. Mais là, tu sais, ça, c'est un coup dur. Mais en même temps, c'est ça. Oui, ça va être rough pour James Gunn. Ça aurait été le fun que ça fonctionne, mais il ne faut pas que ça fonctionne trop non plus. Ça aurait trop fonctionné, il aurait dit à James Gunn, il y aurait eu des doutes. Peut-être enlever tes responsabilités, on va peut-être garder une couple d'affaires. Là, ils vont comme faire, OK, man, fais ce que tu veux. Là. On le voit, là, parce que c'est pas de sa faute. Là. Lui, il arrive. Ben, c'est pas de sa faute, mais il a quand même charcuté un peu le film pareil en disant, tu sais, je veux dire, il a éliminé les caméos de Cavill, il a éliminé les caméos de Gadot, il a fait des déclarations, il a crissé dehors Patty Jenkins, tu sais, il a quand même commencé à faire des moves, là. Qui a impacté le film. C'est des moves qui sont... Ça lui donne raison. Là, oui, mais ça a impacté le film pareil. Imagine si on en est là, que Flash fait 55 millions, puis en ce moment, tu as Patty Jenkins qui est comme, ben là, je suis rendu à 120 millions sur Wonder Woman 3, puis le dernier a fait genre 30 millions, puis là, ça va mal, puis là, Aquaman n'est pas encore sorti. Tu sais, je veux dire, il y a eu raison là, de faire comme... Bon. C'était le fun Cavill, c'était le fun Gadot, mais genre là, on recommence. Mais là, c'est quoi le statut du DCU à partir de maintenant? Parce qu'il faut quand même l'adresser. Les fans n'ont pas tout à fait tort. Est-ce que dans cet univers-là, Batman, c'est George Clooney? Parce que moi, je trouvais ça drôle jusqu'à ce que je me dise, bon, tu sais, dans le fond, cet univers-là, on l'abandonne, on va ailleurs. Sauf que là, en présentant Aquaman dans le post-credit scene... Puis surtout qu'Aquaman, il y a une séquence qui n'est pas encore tournée dans le film. Parce qu'il a confirmé qu'Aquaman était supposé de présenter son Superman Legacy. Sauf qu'il va se passer quelque chose à Aquaman. Et j'espère que ce ne sera pas la finale de Venom 2. Ah, urquant. Ah, ça serait-tu poche, hein? Ah, ça serait poche, hein? Moi, mon guess, puis la manière que je l'ai compris, c'est que, tu sais, ce qu'il faut retenir, mettons, du côté BD de The Flash, là, ce qu'il nous a appris, c'est que il peut avoir plein d'univers et le même personnage peut être joué par plein d'acteurs différents, puis il peut avoir des itérations différentes, puis ça se peut que ça soit avec d'autres acteurs dans un autre univers, puis que ça fonctionne. Fait qu'il faut l'accepter. Un peu de la même manière que quand Keaton est parti, puis que c'est Val Kilmer qui avait pris sa place, c'était une continuité. Tu sais, je veux dire, on était dans le même univers. C'était une suite à Batman Returns. Les personnages ne revenaient pas, mais je veux dire, c'était une suite. Puis pour l'enfant que j'étais, c'était comme, bah, c'est un autre acteur qui le joue, mais c'est encore Batman. Tu sais, c'était pas un reboot. Là. Ouais, mais là, c'est parce que le problème, c'est que ce film-là établit que les faces sont importantes parce que c'est des différences. Tu sais, si t'établis... Tu sais, je veux dire, Clooney, c'est un Batman différent parce qu'il réagit en le reconnaissant pas. Donc, il établit le fait que ce Batman-là, c'est pas le Batman qu'on aurait dû voir. En fait, ouais, c'est ça. Il faut le voir de deux points de vue parce que Clooney, il reconnaît Barry. Oui. Mais non, mais c'est parce qu'il est reculé dans le passé. C'est parce que ses parents, là, ils avaient dit qu'il vieillit. C'est parce que... Est-ce qu'on est encore dans un univers où il y a deux Barry? Je sais pas. Tu sais, c'est parce que est-ce qu'il y a deux Barry encore dans cet univers-là? Puis l'autre question, c'est, bon, ben, ce Aquaman-là est dans l'univers où le Batman est Clooney, mais là, on veut mettre Superman dans cet univers-là, mais c'est-tu Clooney qui est encore là? Tu sais, il y a plein de questions. Là. Effectivement, j'ai hâte de voir ce qui va se passer avec Aquaman, là.
contraire de mon point de vue, là, moi, je pense que c'est pas ça ouvre une porte sur « Oh shit, on est dans quel univers? » C'est comme, acceptons que, peu importe le film que vous allez écouter, ça pourrait être Ben Affleck qui joue Batman dans un film, puis dans l'autre d'après, ça pourrait être Michael Keaton. Puis, tu sais, ça... Ouais, mais ça au-delà de l'acteur, le personnage de Batman qui joue est important. Le monde est habitué à la continuité. C'est ça le problème. Tu peux pas dire que tous les films sont changés parce que le Brave and the Bold qui vont tourner avec un Batman qui est plus vieux avec Damian Wayne, là, ça passe dans quel univers et dans quelle continuité? Ça c'est clair. Le DCU, l'univers de James Gunn, et lui, il n'est pas encore commencé. Ouais, mais le problème, c'est qu'ils veulent nous introduire Superman dans le Aquaman qui, lui, vient de nous être introduit dans le Flash. Non, je pense que vous avez mal compris. Il disait que Aquaman allait l'idée dans son Superman. On ne verra pas nécessairement son Superman dans Aquaman. Il est en train de dire qu'il va avoir quelque chose dans ce film-là qui va donner une porte vers son Superman. Mais donc, qui fait partie de cet univers-là. C'est parce qu'il veut même garder tout un petit peu interconnecté. C'était le point de Flashpoint parce que Flashpoint le fait plus maladroitement parce que je vais encore venir sur Spider-Verse où il explique que tous les univers sont interconnectés puis qu'ils ont tous les éléments qui doivent se produire. Ils ont été un petit peu maladroits pour l'exprimer là-dedans, que tout était interconnecté, puis tout pouvait exister selon des itérations qui étaient différentes. Et je pense que c'est le gros point faible du film, c'est qu'il a mal apporté, puis ça, tu ne le saisis pas. C'est parce que nous autres, on est trop geeks, on a trop lu, on connaît trop un petit peu cet univers-là, ça fait que tous ces points-là qui ne sont pas expliqués, on est capable de les extrapoler. Mais pour ma mère qui a arrêté d'écouter le Marvel parce que c'est rendu trop compliqué, là... Tu as dit tantôt, Alan, c'est important la continuité pour le monde. DC, là, ils n'ont jamais été capables. C'est le problème. Retourne il y a 40 ans, retourne la mais on s'en fout, je te parle du cinéma. Parce que les personnes. Mais Jean-Nic, ça ne te dérange pas parce que tu lis de la comique. Moi, je te parle du monde qui écoute juste les films. Le monde qui écoute des films veut de la continuité. Excuse-moi, le monde de la BD ne va pas si bien que ça. Là. Batman vend 75 000 copies par mois. Là. C'est pas ça qui va faire $1 milliard au cinéma. Là. Oui, mais tous les studios essayent d'avoir des univers connectés, puis ça ne fonctionne pas. On le fait avec Transformers. Il y a ceux qui l'essayent, puis ça ne fonctionne pas non plus. C'est une recette qui réussit à Marvel, puis c'est bien correct. Moi, c'est quelque chose que je me contre-crisse, puis j'ai du fun pareil à lire mon DC. Puis tu sais quoi? Ils n'ont jamais réussi à avoir une continuité qui fonctionne. Ils essayent tant bien que mal. Ça fait 100 ans qu'ils essayent, puis qu'ils ne sont pas capables. Là, c'est comme s'ils acknowledgeaient qu'au cinéma, c'est la même affaire. Genre, ça a été un mess, mais tout est connecté au final, puis on peut s'amuser dans ce point-là. Puis moi, je suis down avec ça, ça me dérange. Oui, toi, t'es down, mais moi, je te le confirme, là. Ce que James Gunn est en train de faire ne fonctionnera pas. Mais je sais pas. Honnêtement, je me situe un peu entre vous deux. Là. Je comprends vos points, les deux. Mais tu sais, le point à Jean-Nic est bon jusqu'à ce que tu comprennes que, tu sais, dans DC Comics, ça n'a jamais fonctionné, mais ils veulent tout le temps que ça fonctionne, puis ils abandonnent pas, puis c'est tannant, ça en vient, mais une obsession. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, moi, j'ai passé par-dessus, puis je me suis dit, ça, je m'en crisse, mais j'ai l'impression que les autres, ils s'en crissent pas encore. Puis le point, Alan, est bon dans le sens où, tu sais, ma mère, là, quand t'as vu George Clooney et qu'on me le vend comme un Batman différent, tu peux pas me dire que c'est le Batman de Affleck, c'est pas vrai, parce qu'il s'en rend compte que c'est pas Affleck. Ça veut dire que lui, il reconnaît Affleck, ça veut dire qu'Affleck est un personnage. Ouais. Tu sais, ça fonctionne ton histoire de Kilmer puis Keaton parce que personne l'acknowledge. Chris O'Donnell, lui, ça fait pas c'est ça, Chris O'Donnell fait pas comme « Hey, Chris, qu'est-ce qui s'est passé? » Tandis que dans The Flash, c'est exactement ce que The Flash fait. Chris, qu'est-ce qui s'est passé? Mais, tu sais, là, je reviens avec ça, puis là, c'est du geeking, mais tu sais, je veux dire, la BD de DC fait ça aussi. Il y a ce genre de problématiques-là qui ne sont jamais adressées. Tu sais, il y a des affaires qui sont comme « Ouais, mais c'est ça la logique de notre univers. » Mais là, tu lis une autre série, puis cette logique-là ne tient pas. Puis moi, ça me dérange pas en tant que lecteur. Ça me dérangerait pas s'ils mettaient pas autant d'efforts pour essayer de le faire fonctionner. Je sais. C'est ça qui me gosse. Tu sais, je veux dire, moi, ça me dérange pas, je suis prêt à passer par-dessus bien des affaires, puis moi, tu pourrais sortir des Batman, là, puis il y en aurait pas un qui suivrait comme... Tu sais, moi, le Joker, The Batman, l'univers de Schneider, j'étais très à l'aise avec ça. Mais visiblement, c'est eux autres qui sont pas à l'aise avec leurs affaires. Non, puis ils vont être encore pognés avec ça parce que, tu sais, même si on faisait comme, OK, il reste 2023 à passer à travers. Là. Il y a Blue Beetle, qui sera pas un film du DCU, mais il a dit c'est un personnage. Fait que, genre, en gros, ça veut dire l'acteur puis le suit vont peut-être revenir dans d'autres projets, puis OK, cool. Il va rester Aquaman. Après, c'est terminé. James Gunn fait ce qu'il veut, il décolle son univers. Il va ramener son Peacemaker, il va même ramener Amanda Waller, il va probablement ramener le Miller avec son Flash aussi. Puis parallèlement, il va avoir Joker 2 qui va sortir, puis il va avoir Batman 2 puis 3.
de Reeve qui vont sortir en parallèle. Fait que, tu sais, même s'ils voulaient faire un clean state, là, genre un New 52, ils seraient pas capables. Ils sont encore pognés avec le projet à côté qui fonctionne. Puis je les comprends. Là, peut-être juste un mot final, puis on fera pas de poison parce qu'on est déjà, ça fait déjà longtemps qu'on a sauté notre temps. C'était supposé être des épisodes courts, ça, hein? C'était pas supposé être des petits épisodes après chaque film. Le film avait juste à être plus clair, puis moins être dispersé. Puis, mais je pense qu'on l'a. Je pense qu'on l'a. On l'a quand même. On en a parlé un peu, mais le box-office, ben écoute, ça nous prouve que ça fonctionne pas. Là. Ça n'a pas fonctionné. Ouais. Puis même en fin de semaine, Pixar a fait 15 millions nord-américains, puis il a fait 30 millions total sur un film qui a coûté plus de 200 millions. Et ça, c'est le problème du champ des méga-productions, parce que en plus, dernièrement, on a vu ce qui s'est passé. Parce que là, on prend Pixar qui a sorti un film qui c'est visuellement, il pète rien ce film-là, Elemental. Ben, c'est du Pixar sorti du four à Pixar. Super Mario Bros, Spider-Verse, deux films que visuellement sont plus spectaculaires, sont mieux travaillés, esthétiquement sont parfaits. Et au niveau du style, il y a quelque chose de différent qui a été travaillé un petit peu dans les deux. Les deux ont coûté 100 millions. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi chez Disney, qui font des films, c'est toujours 200 millions en même temps? Et chez Warner, avec leurs films, je comprends pourquoi ça coûte aussi cher que ça. Ils travaillent aussi beaucoup des effets spéciaux. Il y a beaucoup de reshoots. Puis malheureusement, des reshoots, ça coûte une fortune. Le film dure 5 heures. Aussi. Et ça va être le nerf de la guerre. C'est parce qu'à un moment donné, il va falloir qu'ils retournent ses effets pratiques, puis il va falloir qu'ils lâchent un petit peu le trop spectaculaire, puis le ultra événementiel. Là. Il va falloir qu'ils nous retournent à la phase 1 de Marvel, puis qui ramène, tu sais, de quoi qui est plus facile à suivre, puis qui ne nous fait pas décrocher aussi. Parce que malheureusement, de Flash, au niveau visuel, on est même niveau que Clone Wars. C'est que c'est un film qu'on va écouter dans 3-4 ans, puis on va faire Hi! Ouais, on était déjà en ce moment, mais je suis dans 3-4 ans. Mais ça prouve juste que, tu sais, après Infinity War puis Endgame, il aurait dû y avoir du monde qui s'assoit et qui se dise « Je pense qu'on a atteint le top. » Repartir à la base. Ouais, je pense que là, on pourra pas recréer... Que vous aimiez ça ou pas, Endgame, là, je m'en fous, là. Tu pourras plus... Tu pouvais pas, dans l'année suivante, recréer le même feeling en salle. C'est impossible. Impossible. Puis sans compter que ça prend un plan. Faut que tu le travailles. MCU ont tout mis sur le background parce que, tu sais, on conseille à dire, là, Shang-Chi, ça fait des années. L'acteur n'est pas encore signé. Il n'aurait jamais réapparu dans le film. On sait pas ce qui arrive avec ses gobelettes. Toutes les séries TV qui disaient qu'elle allait coûter aussi cher que des séries, que des films à faire, alors que le streaming rapporte pas une scène. Tous ces acteurs-là, on les a pas revus nulle part. Les studios, il faut qu'ils s'assisent, prennent le temps de réfléchir, puis commencent à être efficaces, là, parce que même au niveau du streaming, ça s'écroule. Dernièrement, il en a parlé d'une série Commandor ne pourrait plus exister en 2023. Il ne pourrait plus donner le Green Lantern parce qu'ils n'ont plus d'argent. Il n'y en a pas de recettes secrètes. Parce que tu regardes, mettons, Sony, là, avec son utilisation de Spider-Man puis les droits qu'ils ont. Là, si on fait abstraction d'Across the Spider-Verse, là, le dernier produit, c'était Morbius. Puis genre, tu sais, ça a été un flop autant critique que commercial. On a vu l'annonce hier qui a leaké. Disney va racheter finalement le personnage, puis là, Sony ne savent plus quoi faire avec ça. Puis là, il arrive un truc comme Across the Spider-Verse qui fait comme, ben non, là, on redécolle. Là, Sony va garder les droits pour les 20 prochaines années. Fait que, tu sais, c'est une balle qui envole un peu partout. Il n'y a pas de recette magique. On pensait que Disney l'avait avec comment ils gèrent Marvel. Puis c'est ça, je veux dire, comme Martin, après Endgame, ils n'ont pas été capables de répéter ça. Là. Ils break even avec le film, ils perdent un peu d'argent, ils en font un peu. Ils ont vraiment de la misère. La vérité, c'est qu'il n'y avait pas de phase après Endgame. Tu avais terminé ton histoire. Point. Oui, et puis Kevin Feige, peu importe ce qu'il va dire, là, il ne savait pas qu'il s'en allait. Il y avait juste une obligation contractuelle de produire des films puis des sorties. C'est ça. Puis moi, je pensais que quand il avait amené le multivers, c'était justement pour nous phaser out ailleurs. Et ça n'a pas fonctionné. Mais c'est pas ça qu'il a fait. C'est absolument pas ça qu'il a fait. Moi, je pensais qu'il allait nous phaser out. Là. Genre, regarde, cet univers-là, vous avez suivi ce qui s'est passé dedans. On va aller en voir un autre. La phase 4 a été une tentative d'essayer des réalisateurs différents pour changer un petit peu l'esthétique de l'univers. Et ça l'a mené à rien. Il n'y avait pas de ligne directive. Puis les films ont tous été pratiquement plus mauvais les uns que les autres. Effectivement. Ouais. Oui. Ils n'ont pas commit totalement. Eux autres, sur papier, ils vont dire « Ah, on a fait un film d'horreur avec Doctor Strange. On a fait un film d'auteur avec Eternals. On a fait un film de Kung Fu avec Shang-Chi. » Mais au final, c'est tout... Tu sais, c'est un petit peu
d'horreur, un petit peu de kung-fu. Tu sais, c'est drabe, là. Ils ont gardé leur formule, ils n'ont pas voulu y aller all-in. Fait qu'au final, ça fait des films qui sont le fun, mais oubliables. Puis qu'eux autres, ils veulent pas y aller all-in là-dedans. Là, ils savent pas plus comment aller de l'avant. Et on a bien hâte de savoir ce qui arrive avec le gros dieu sur la planète. Ouais. Dans Eternal. Effectivement, mais tu sais. On l'a jamais revu, lui, hein? On l'a jamais revu. Peut-être ça va Ok. être expliqué un jour, mais. Et ça serait pas de la continuité, puis il n'y aurait pas ce problème-là. Sur ce, messieurs, prochain rendez-vous, c'est Indiana Jones. Et puis, selon les critiques, ça risque d'être un Jurassic Park 4. Et j'ai surtout, moi, hâte de voir l'entrée au box-office. Il vise plus bas que de Flash. Messieurs, Moi, j'espère que ça va être plus le fun qu'Harrison Ford qui en parle présentement. oui. Messieurs, bonne fin de soirée. Bonne fin de soirée, salut!